Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Et oui, bonsoir à toutes et à tous. et oui. Et bonjour d'ailleurs aussi si vous nous regardez en replay le lundi ou le mardi sur Twitch, sur YouTube. Et oui, Vu du Bon est désormais une aventure, une expérience multiplateforme. On espère que vous allez bien avec Florent. Ça va Florent? Ça va, Julien, ça va, ça va. Florent qui sera aux manettes de la palette Ouais, ce on va soir essayer en pour tout cas. décortiquer ce qui s'est passé. On va commencer évidemment par le choc de la sixième journée de Ligue 1, Paris-Lyon, la victoire parisienne sur le fil de plus 1. On fera aussi un focus sur Marseille et Rennes tout à l'heure et un petit bilan aussi des autres rencontres de cette sixième journée de Ligue 1. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Et on va commencer directement, entrons dans le vif du sujet, le temps que tout le monde arrive. On va commencer par les compos, les bases. Florent, avec ce PSG Lyon, qu'on va pouvoir afficher ensemble. Et pour peut-être même aussi d'ailleurs, avant même de commencer par les compos, faisons les choses en ordre. Ta première impression, tiens, à chaud après ce choc entre Paris et Lyon, c'était un très bon choc de Ligue 1 qui s'est joué peut-être sur des choses, notamment un penalty évidemment, qui est un peu dommage parce que ça fausse certaines choses, mais en tout cas, ça a été un bon choc de Ligue 1. Ouais, un bon choc de Ligue 1 avec deux équipes qui ont voulu mettre de l'intensité. Ça se sentait dès la première mi-temps. Il y a Paris qui est allé, qui a essayé de presser, quand même. C'est quand même assez nouveau. Il y a du coup aussi les Lyonnais aussi qui ont essayé de sortir assez haut, d'aller chercher les Parisiens. Donc finalement, ça a donné un match assez ouvert, même si, comme tu le dis, le résultat final est peut-être un peu faussé par ce penalty qui remet vraiment Paris dans le match. À un moment où, à mon sens, ça pouvait vraiment basculer côté lyonnais parce que c'est. En fait, quand j'ai vu les Parisiens faire les efforts qu'ils faisaient en première mi-temps, notamment les attaquants qui revenaient défendre, etc., je me suis dit, ça va tenir une heure. Ça va tenir une heure et peut-être que si Lyon tient cette première heure, ça va être bon pour eux justement dans la fin de partie, etc. Parce que les Parisiens, il n'y aura pas les mêmes courses, il n'y aura pas les mêmes replis, il n'y aura plus le même pressing. Et finalement, le match pourrait basculer côté lyonnais. Et puis finalement, quand tu as l'ouverture du score de Paqueta, tu te dis, bon, là, ça sent quand même très bon pour l'OL. Parce que tu as toujours dans la tête justement le fait qu'il y ait cette heure de jeu qui pourrait voir les Parisiens un petit peu plonger physiquement. Et en fait, le but parisien, avec le penalty et toute cette histoire, tombe pile au moment où moi je me disais peut-être que physiquement ils vont baisser. Et en fait, ce but leur donne sans doute un regain de forme sur les dernières minutes qui fait que finalement ils terminent quand même un petit peu mieux que les Lyonnais qui en plus, dans le même temps, perdent Toko et Kambi qui était très important pour leur plan de jeu. Ouais, c'est sûr, évidemment. Alors on voit les compos qu'on a présentés, là, qu'on a disposés, alors, même si ça a évidemment pas mal bougé avec des permutations, et puis notamment au niveau des milieux de terrain lyonnais, pas seulement au niveau des offensifs parisiens. Mais ce qu'on peut noter déjà, Florent, c'est que sur l'association du PSG, on avait pour la première fois Di Maria d'entrée avec Messi, Neymar et Mbappé Ouais. dans la disposition qu'on a mise là. Donc Mbappé en attaquant axial, plutôt axe gauche, Messi plutôt axe droit, Di Maria et Neymar un petit peu sur les côtés, même si évidemment ils avaient tendance à rentrer tous les deux. On avait aussi la titularisation de Mendes, la recrue portugaise dans le couloir gauche, Herrera Gay pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça et puis d'apporter leur activité en phase défensive. Kerrer, latéral droit préféré à Hakimi sur ce match. On va en parler parce que ça a été un des duels clés avec Karl Toko et Cambi et une charnière Marquinhos Kimpembe. Du côté lyonnais, on avait donc Gusto, le jeune latéral droit dans le couloir, avec Boateng, Denayer dans l'axe, Emerson côté opposé. Un milieu à 3 qui était assez mouvant, assez flexible, Cacré, Bruno Guimaraes et Paqueta. On y reviendra évidemment sur les matchs, notamment des Brésiliens de l'entrejeu lyonnais. Shaqiri, Toko et Cambi sur les couloirs et Slimani devant. C'était aussi la première fois qu'on voyait une combinaison d'entrée du côté lyonnais avec Shaqiri et Paqueta, et c'est Aouar qui en a fait les frais. Qu'est-ce que tu as pensé en voyant ces dispositions déjà, Florent? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces animations, en tout cas des systèmes choisis et des hommes choisis pour les animer? Ben, ça, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, la vraie surprise, c'est qu'il y a eu des Parisiens impliqués défensivement. On a vu des retours de Neymar, on a vu des retours de Di Maria, et finalement, alors qu'on pouvait s'attendre et craindre un 4+2 côté parisien, on a vu quand même régulièrement notamment les excentrés, notamment Di Maria et Neymar, redescendre, défendre et aider. Même Mbappé, finalement, le joueur qui est le moins redescendu, c'est Messi, chose à quoi on pouvait s'attendre de toute façon en début de saison. Donc ça, il y a quand même un petit point positif côté parisien de relever ça. Je sais pas si je suis en train de retracer toutes mes captures à côté pour essayer de trouver la bonne pour illustrer ça. Je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Et après, côté lyonnais, il y a cette asymétrie, on va dire, dans les menaces sur les côtés qui s'est révélée quand même assez vrai assez rapidement. C'est-à-dire que il y avait un côté fort avec Toko Ekambi qui mettait beaucoup
qui posait beaucoup de problèmes à Kerrer. Alors qu'on me demande si je peux augmenter mon son. Oui, je peux augmenter mon son, il suffit que je me rapproche du micro, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Alors que de l'autre côté, la première mi-temps de Shaqiri a été, on va dire, assez compliquée pour rester sobre dans la manière de la juger. C'est sûr, alors le temps que tu règles ce Ouais. problème sonore, c'est vrai que sur ces animations-là, ça a été intéressant, puis ce qui a été intéressant aussi au-delà des systèmes, des animations, alors, c'est c'est l'approche finalement des deux équipes où on a vu en première mi-temps un duel d'équipes qui pressaient finalement, et tout l'enjeu des deux côtés, ça a été de réussir à franchir cette pression par le jeu combiné au sol, même si Lyon a parfois aussi allongé pour passer par-dessus cette pression pour aller trouver Slimani. Comment tu évalues ce rapport de force si tu arrives à retrouver dans le même temps Ouais, aussi je des suis capteurs d'écran pour je suis en les train, je suis en illustrer? train d'en Parce que c'est vrai trouver que une. ça a été un vrai beau choc de Ligue 1 aussi à ce niveau-là, c'est qu'on a senti que ça a été assez équilibré, même si Paris a eu la possession notamment en première période. Il y a eu des difficultés pour faire le jeu parce que Lyon, par son activité dans l'entrejeu, a bien gêné. Et puis qu'il y avait des armes aussi après avec ballon pour faire des bonnes choses, notamment Guimaraes, Toko Ekambi qui a fait des différences. Ouais, bah regarde, c'est magique, elle va apparaître d'un coup normalement. Attention. Oui, non, non, elle n'apparaît pas. Voilà, là elle apparaît. Elle n'est pas à la bonne taille, mais elle apparaît. C'est un début. Voilà, on va resizer ça tranquillement. Mais toujours est-il que oui, il y a eu ce rapport de force en effet des deux côtés, c'est-à-dire que les Lyonnais ont essayé d'aller chercher les Parisiens, comme on pouvait s'y attendre avec. On avait un petit peu regretté ne pas voir le football de Peter Bosch face aux Rangers lors du dernier Vue du banc. Après la Et là, en victoire. l'occurrence, on a vu un peu plus ça sur ce match. Alors là, c'est une séquence où les Lyonnais vont trouver. Alors là, tu vas voir, je vais essayer de faire en sorte que ça marche, la palette. Je vais faire en sorte de faire Et une voir si belle. Flo a progressé sur les pain.net. Voilà, on va voir si on progresse. C'est pas fou, mais voilà. Là, déjà, par exemple, ce genre de situation-là, on l'a vu côté lyonnais, où tu pouvais avoir les défenseurs qui trouvent directement ce genre de passe. Avec là, cette fois, c'est Paqueta qui est disponible dans l'interligne. Mais Il y a, là, il y a le 3 contre 2 en quelque sorte face au milieu axiaux parisien. C'est ça qu'on voit ouais, aussi. Donc tout c'est l'enjeu, c'était de ça. savoir qui pouvait gérer un peu le troisième milieu du terrain lyonnais. C'est ça, Le le, phase de le, pressing. le, Ouais. le milieu axio. Alors attends. Après, c'est vrai que Euh, moi je les vois en décalé aussi, donc je te prends peut-être de cours sur certaines choses. Mais... non, 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 j'avais juste un problème pour faire les formes. En effet, faire les trois milieux lyonnais, ici, comme ça, avec Guimaraes, Paqueta et Cacré. Et c'est sûr qu'il y avait des espaces, mais le truc, c'est que côté parisien aussi, on avait le même genre de situation un petit peu pour casser le pressing. Là, je vais avoir une autre passe, une autre situation. Côté lyonnais, ah, c'est très très chiant parce qu'en fait je suis sur un ordi d'un côté pour retrouver les captures et sur un autre pour les mettre sur le bon écran. Voilà, là tu as une autre situation ici alors que là ça a encore bougé. Ok, c'est super. C'est très pratique, hein, Julien. Hop, voilà. Où là cette fois c'est une passe forcée. Une passe forcée de Boateng qui va être interceptée, qui va revenir très vite, cette passe-là, qui était à Ouais. destination, je pense, de Slimani, et que Idrissa Gueye, ici, va intercepter, et la balle va revenir très vite. Donc ça, c'était côté lyonnais, où on pouvait avoir ces passes-là, qui pouvaient poser des problèmes, et côté parisien, je vais retrouver ce genre de situation, voilà, c'est la capture à 21 minutes, 21h10. Vas-y, tu peux meubler pendant ce temps, parce que là, c'est compliqué. Non, pas de souci, mais c'est vrai que alors, même sur les séquences précédentes, déjà c'est intéressant, et c'était aussi un signe que c'était un grand match, avec un gros enjeu, c'est que quand Paris allait presser, on a vu l'implication défensive de tout le monde. Et en effet, on n'a pas trop vu ce qu'on pouvait craindre quand on voyait les compositions d'équipe, c'était un 4+2 en phase défensive, avec les 4 offensifs qui faisaient pas trop le boulot. En tout cas, en ayant la volonté d'être proactif et d'aller chercher Lyon assez loin, on a impliqué un petit peu tout le monde sur la phase offensive. Et puis c'est vrai qu'on a vu aussi... Moi, ce qui alors m'a. que je crois que Là, du coup, c'est moi qui ai sauté. Ah, c'est toi qui as sauté. Ah, ouais, putain, c'est terrible. Désolé. Les manipulations dans l'ombre, c'est pas grave. Euh, C'est Mais en tout c'est- cas, c'est- voilà, c'était intéressant. En tout cas, c'était un révélateur aussi de la manière dont le PSG avait pu préparer cette rencontre, avec vraiment de l'implication défensive de tout le monde, même des offensifs. Et c'est vrai que après Lyon a aussi su trouver des bonnes séquences avec ballon pour franchir ce pressing. Et côté parisien aussi, on a plutôt bien su se sortir du pressing lyonnais, même si on voit ici sur la séquence que tu as illustrée que Paqueta sortait assez haut aussi aux côtés de Slimani pour tenter de Ouais. mettre un peu de pression. Bah, le travail des Lyonnais, de toute façon, c'était assez simple. Et je vais essayer de faire une palette propre pour bien le schématiser. Ça, On, ça a été a- bonne. on avait un Slimani qui était entre. Alors, c'est pas une flèche qu'il faudrait mettre là, mais qui était entre Marquinhos et Kimpembe, comme ceci.
Slimani, son travail, c'était de couper cette relation-là. Ensuite, tu avais Paqueta qui était en théorie sur Gay. Shaqiri qui alternait entre le travail sur le latéral et simplement faire du cover shadow ici. Et après, tu avais vraiment une indive où Cacré était par exemple ici sur Messi et tu avais Guimarães sur Ander Herrera, ce qui fait que je pense que tout le Et une monde endive en zone devine en plus, parce que au finalement, c'est pas Cacré qui suivait Messi partout. C'était si s'il est dans ma zone. voilà, S'il qui est vient dans dans ma la zone, zone, si je c'est m'en Di occupe. Maria, si c'est Messi, si c'est Mbappé, ben, voilà, faut avoir cet individuel. Et surtout, ce qu'on voit sur l'écran, c'est que au final, il y a beaucoup d'espace, certes, entre les milieux de terrain lyonnais, ce qui pouvait aussi d'ailleurs laisser un espace pour un décrochage d'un offensif. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il y a des offensifs qui ont décroché pour s'y aventurer. Et c'est pour ça que moi, pendant le match, je me posais pas mal la question de la nécessité d'avoir forcément Mbappé dans cette zone axiale. Parce que dans ces décrochages-là, c'est loin d'être le joueur le plus efficace, surtout si tu compares à Messi ou à Neymar. Messi, dans cette zone-là, ça arrivait une ou deux fois où il se retrouve à un contre un face à Guimarães. Il a Guimarães dans le dos, il arrive à se retourner, à accélérer, et derrière, tu as une situation. Et là, en l'occurrence, tu vois, ça c'est une séquence qui, je pense, est assez parlante. C'est-à-dire, tu as les prises en charge individuelles côté lyonnais, avec je prends le joueur, je chasse le joueur qui est dans ma zone. Mais c'est vrai que ça crée des espaces. Et c'est souvent d'ailleurs Kimpembe qui était le joueur côté lyonnais qui était laissé un petit peu libre. Et Le qui. 10 c'est vrai que Clément Turpin est parfaitement placé. En tout cas, lui, il a Ouais, senti l'espace, hein. c'est vrai que Clément Turpin. Je crois que c'est Papou Gomez qui disait que justement il se fiait beaucoup sur le placement de l'arbitre parce qu'il avait souvent des positions intéressantes à occuper en se fiant au placement de l'arbitre dans les blocs adverses. Ouais, et ça me rappelle un match où j'étais devenu fou à cause du placement d'un arbitre. Je crois que c'était Karim Abed, qui était toujours Il se dans mettait les pile bonnes zones. poil, Hein? et du coup, ouais, du coup, ça gênait aussi l'offensif qui voulait y venir, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, il n'y a pas d'espace. C'est vrai que si Messi décroche, Turpin est au marquage, quoi. Il ferme bien la ligne de passe, il ferme bien l'intervalle. C'est Tout un dépend de placement quelle équipe parfait. il est. C'est ça. Sinon, il donne Les une Lyonnais solution à diront, Kimpembe. ouais. Il faut voir de quel Les côté on Lyonnais est. diront qu'il était plutôt parisien ce soir, je crois. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est pas dans les habitudes, a priori, de la maison. Mais bref. Toujours est-il que, ouais, il y avait ce genre de situation qui s'est pas mal répété pour les Parisiens. Et en fait, moi, je me posais la question, bah là, je vais en trouver une, par exemple, tu vois, 28e minute, 28e minute de jeu, donc on n'est pas très loin après celle que je viens de montrer. On est à, donc 21h, 13 minutes et 42 secondes, on y arrive Alors j'ai vu tout une de suite. récupération haute lyonnaise, moi j'ai noté à cette minute-là, donc je pense que c'est celle-là que t'as dû sortir aussi. Non, celle que j'ai sortie, Ah, c'est ça c'est 29e, ok, bah ouais, c'est une bonne sortie de pression du PSG, exactement comme on l'a montré, ouais. exactement avec Neymar qui donc se rend disponible dans l'intervalle tout simplement. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est le placement de Mbappé. Parce qu'en effet, à partir du moment où tu as Messi ou Neymar qui vont dans cette zone intérieure, le vrai intérêt pour Mbappé, c'est d'être dans cette zone-là, parce que c'est pas d'être dans l'axe, parce qu'il va les gêner. Et c'est mieux d'être sur le côté pour offrir ces fameux appels en diagonale qui peuvent plonger dans le dos de la défense centrale. Et là, en l'occurrence, je trouve que les deux sont bien placés. Voilà. Exactement, et puis en plus, alors il met du doute aussi sur Gusto qui, même déjà s'il avait dû sortir dans le dos de Shaqiri, aurait été embêté sur le côté. Là on voit si Gusto peut pas vraiment suivre Neymar parce que justement il y a la menace Mbappé dans sa zone. J'imagine aussi que hors écran ça crée un dilemme pour Boateng, savoir, voilà, bon, Voilà, une séquence position suivante. axiale évidemment, mais c'est vrai qu'au final là il a pris l'avantage sur la position et puis ensuite en profondeur il peut être vraiment dévastateur. Tandis que c'est vrai que s'il fixait seulement Boateng et Denayer dans l'axe, ça profiterait pas à grand monde. C'est Alors que ça. là, en effet, en libérant la zone, on sait que Denayer et Boateng vont avoir quand même des réticences à aller chercher Neymar et Messi entre les lignes aussi haut, en tout cas. En tout cas, les deux. C'est ça. Là, en s'excentrant dans le dos de Gusto, c'est plus vraiment jouer la deuxième situation de jeu après avoir laissé ses coéquipiers créer le premier avantage. Aller faire la différence. Là, c'est un bon enchaînement, c'est clair. Et je ne sais plus exactement comment ça se termine. On va voir de suite la capture suivante, qui n'a rien à voir, donc a priori, il s'est rien passé. Je crois que ça s'arrête à l'entrée, ça va jusqu'à la surface, mais ça se fait bloquer. Je crois que Mbappé n'arrive pas à capitaliser totalement à l'entrée de la surface, il se fait reprendre par Gusto ou par Boateng, je sais plus. Mm. Ouais, bah, C'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est des situations intéressantes, hein. Ça montre que des deux côtés, il y avait des ressources techniques et tactiques aussi pour casser le pressing. C'est vrai qu'on n'a pas senti forcément un ascendant d'une équipe sur l'autre. Je sais pas ce que tu en as pensé en première mi-temps, où c'était globalement assez équilibré dans le jeu. assez équilibré, même si t'as eu les deux trois éclairs côté parisien qui ont fait des occasions.
Bah, le qui coup ont franc fait de des Messi différences. sur l'arrêt encore. Coup franc de Messi sur l'arrêt, l'occasion Messi-Neymar, où ils sont tous les deux là, où je crois justement au Mm. départ où Messi, c'est là que Messi met une accélération face à Guimarães, il trouve le relais de Neymar, il me semble que c'est celle-là, qui finit avec le face-à-face Messi-Lopez et Lopez qui gagne le face-à-face. Puis un bel arrêt. Et pour donner une équivalence, tu vois, par rapport à la séquence qu'on vient de voir sur le PSG, c'est une séquence où cette fois-ci ce sont les Lyonnais qui vont trouver la solution via ce bon Toko Ekambi. Avec d'abord cette première passe vers l'avant qui, il me semble, vient de Guimarães dans cette zone-là. Et là, vous voyez évidemment que Toko Ekambi aspire son joueur ici. Voilà. C'est un compte de corner, ça, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est une Il me sortie, semble. je crois. Il me semble parce que, de toute Ouais, façon, celle-là, je l'ai noté, celle-là aussi, c'est un compte de corner. vu Qui la. va illustrer une thématique de ce débrief, c'est le duel Kerrer-Toko Ekambi. Ouais, ben voilà, on va pouvoir passer à ça après. Oui, compte de corner, parce que de toute façon, vu la position de Slimani, à mon avis, c'était Kimpembe pas. aussi, quand on voit derrière l'arbitre. Ouais, il avait pas décroché pour jouer numéro 6, je pense. Donc ça, c'est la séquence, la première, le point de départ. Et c'est vrai que quand tu enchaînes la suite, où en fait, il y a eu remise sur Cacré, et Cacré qui le lance directement dans l'espace en profondeur. C'est vrai que c'est souvent ce que les entraîneurs demandent sur les situations de transition offensive, c'est de trouver un appui avancé déjà pour se sortir de la zone de pression, Ouais. qui lui va remiser pour un joueur de face, donc typiquement Cacré qui aura le jeu face à lui pour aller chercher de la profondeur ensuite. Alors c'est vrai qu'à là on voit à droite, c'est Shaqiri qui est du coup un petit peu loin, mais qui peut se retrouver en accompagnement. Et par contre Toko Ekambi sur ces phases-là, il a été redoutable. Ouais, il a Sur ces fait phases-là, et puis mal. sur les phases de 1 contre 1 ensuite, parce que je crois que ça refinit par un 1 contre 1 face à Kerrer, où en début de match, il y en a 2-3 où il se fait passer de manière très facile. En tout cas, il y a eu une supériorité lyonnaise sur ces zones-là, sur cette zone-là. Ouais. On pouvait se prédire en avant-match, mais en tout cas, Karl Toko Ekambi a fait un super match aussi pour vraiment créer du danger dans son couloir. Et après, c'est là. Est-ce que tu veux rester un petit peu sur Toko Ekambi et est-ce qu'on a des stats sur Ah, Toko on Ekambi? continue, on continue. Ou alors on peut Je vais regarder. continuer parce que mon vrai souci dans l'organisation de l'OL, et c'est peut-être là enfin c'est même là totalement qu'on va aborder le cas de Shaqiri. Tout l'été, les Lyonnais ont cherché a priori un ailier de percussion, et c'est vrai que si on reprend les équipes de Peter Bosch, des deux côtés à chaque fois il y avait des ailiers de percussion, des joueurs de profondeur. Donc du coup du côté de Leverkusen c'était soit Moussa Diaby et c'était Leon Bailey. Ouais. Bailey en général. Et c'est vrai que autant à gauche, tu avais une menace avec Toko Ekambi, autant à droite, avec notre cher Sherdan, Kerry. qui est ici, là. Il faut que je fasse la bonne forme, voilà. Qui est ici. Pour moi, dans une situation comme celle-là, l'ailier doit être beaucoup plus haut. Il doit vraiment être dans cette zone-là, quoi. Dans cette zone-là, ici, plutôt. De manière à être une vraie menace et quelqu'un capable de prendre la profondeur tout de suite. Parce que là, tu vois, quand t'as un joueur, je pense que c'est Paqueta qui est en possession du ballon, ou Guimarães. Je dirais Guimarães là plutôt. Ah, il est un peu plus grand que Paqueta, ouais, ça doit être Guimarães. Mm. Je pense que Chez son là, route, c'était Guimarães. pour moi, s'il y a une proposition, s'il y a une vraie proposition de l'ailier dans la profondeur, Guimarães, il est capable de trouver ça, quoi. Guimarães, il est Après, capable en de trouver face, ce genre de passe. il y a quand même. Enfin, Il y a Nuno, Mendes, c'est vrai. et armé sur la vitesse, vraiment très explosif. Ça se voit offensivement, mais ça se voit aussi défensivement. Je crois que d'ailleurs, il a coupé quelques contres comme ça, où il aurait pu répondre. Mais d'ailleurs, sur Shaqiri, alors là où je te rejoins, c'est en effet. Déjà, moi, je trouve que sur l'extérieur, c'est un peu le gâcher parce que je pense qu'il aurait pu être intéressant aussi là, exactement sur la même situation, s'il vient plutôt à l'intérieur, entre Herrera et Nuno justement. Tu vois, Oui. il peut proposer une situation de demi-espace pour ensuite arriver dans une zone axiale et après, Il vient ici. faudra être accompagné, mais S'il vient de ça peut être une Mandela, option. là, dans cette zone. Parce que je l'ai souvent, enfin plusieurs fois trouvé, en tout cas quand il était servi vraiment excentré sur le côté, comme il est absolument pas droitier, en tout cas il utilise pas du tout son pied droit, il était en difficulté parce qu'on le servait justement comme si c'était un élite débordement sur l'extérieur. Et je crois que d'ailleurs il y a un premier centre aussi où il se fait contrer par Nuno comme ça, où il centre du pied gauche alors que s'il centre pied droit il peut contourner et la mettre devant le but. On a senti un peu en délicatesse sur ces phases-là aussi où les Lyonnais n'ont pas toujours exploité à fond son profil de faux pied. Alors là, ça viendra peut-être avec les automatismes. Mais il y a par exemple sa frappe en début de match aussi, alors je sais plus la minute, hein, mais où il a une occasion où là tout de suite on sent, bah oui, s'il est en faux pied, et puis il peut armer, il peut frapper enroulé sur le côté opposé. En fait, pour vraiment exister offensivement, il avait besoin des montées de Malo Gusto aujourd'hui. C'était sans latéral, Shaqiri sur un côté, à part trouver
retrouvé sa position de centre avec son pied parce qu'il a quand même mis une très belle passe D. C'était la semaine dernière, le match précédent. Je me rappelle plus exactement. Ah, je l'ai plus en tête. C'était contre Strasbourg, je crois. Mais s'il a pas ce joueur avec lequel combiner, avec lequel s'associer, c'est sûr que ça devient compliqué pour lui d'exister dans une zone excentrée, quoi. C'est clair. Et alors d'ailleurs, sur le chat, ça débat un petit peu de ce qu'on disait sur Kerrer, sur Nuno, etc. Est-ce que le choix ce soir de Thilo Kerrer, latéral droit, t'as dans ton avis indicateur, notamment surtout si on met Di Maria en plus de Messi, Neymar, Mbappé, d'une volonté de Pochettino de limiter en quelque sorte son déséquilibre vers l'avant, en gardant un supposé défenseur plus fiable? Ouais, Mais supposé. ce qui au final reste à prouver, parce que s'il perd ses duels comme ça, est-ce que ça ne vaut pas mieux mettre Hakimi pour avoir au moins son apport offensif? Ouais, Est-ce que tu penses que sur un gros match, on peut imaginer Pochettino mettre Nuno Mendes et Hakimi en plus du quatuor de devant? ça me paraît. Le fait qu'il fasse ça ce soir face à Lyon rend ce scénario, je pense, assez peu probable. Je suis pas sûr qu'il l'ose. Maintenant, il y a peut-être aussi des questions de forme qui entrent aussi en ligne de compte et de gestion de certains physiques déjà, qui peuvent expliquer pourquoi Hakimi ne débutait pas. Et peut-être que ce sont plus ces raisons-là qui ont poussé Pochettino à pas faire débuter Hakimi plutôt que le fait d'en effet chercher un potentiel équilibre. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu mets Nuno Mendes à gauche aussi, quoi. Tant qu'à faire, mais Diallo, si tu veux pousser le truc jusqu'au bout. Donc, Après, il y a forcément aussi une logique de rotation, parce qu'il y a une nouvelle journée de Ligue 1 mercredi après le match de Champions. c'est ça. Pas mal de matchs qui s'enchaînent sur ce mois de septembre. Et puis on pourrait même imaginer, dans ce cas-là, tu peux mettre Marquinhos latéral droit plutôt que Kerrer. Entre guillemets, latéral droit en phase défensive. Et, bon, quoi qu'après. Ouais, bah, tu peux même. Ouais, non, du coup t'as plus trop de la centrale droitier. Je sais pas. Sinon, tu es obligé de remettre Kerrer quelque part, quoi. Ouais, ouais, non, non, Mais ouais, ça pose des questions. c'est pas toujours très simple, en effet. Autre thématique, tiens, on peut enchaîner. On me posait justement la question sur le match de Nuno. Comment tu l'as trouvé, Nuno, sur l'autre latéral parisien? Je t'avoue qu'il m'a pas particulièrement marqué. Après, il est déjà loin devant les autres possibilités au poste de latéral gauche, pour l'instant, attendant le retour de Bernat. Mais enfin, le truc, c'est qu'à partir du moment où il se retrouvait face à Shaqiri, il n'y avait pas forcément une grande adversité. Pour lui, un joueur capable de le mettre en difficulté, déjà, ne serait-ce que sur le plan physique. Donc j'attends de le revoir. Je pense que pour avoir vu des images de lui, je pense que Paris a fait une super pioche, surtout en le chopant en prêt avec une option d'achat plus tard, etc. On parle dans un Mais prochain shortlist sur Copa Arena. oui, absolument, qui est en cours de montage et qui devrait sortir dans la semaine. Et mais après, bah, j'attends de voir devant. Le truc, c'est que je pense que c'est un joueur qui, en effet, on a vu une fois en deuxième mi-temps. Malheureusement, j'ai pas fait la capture d'écran, mais un échange Messi, Nuno, Messi. À la Messi, Jordi Alba, Alba, ouais. Messi. Je sais pas Mhm. si tu l'avais relevé. Où ça finit par une tentative de centre à ras de terre en retrait de Nuno Mendes vers Messi, je crois, qui arrive au point de pénalty. Donc à voir si c'est pas le genre de truc qui va se reproduire aussi. Sachant qu'en plus, je le trouve plutôt intelligent. Alors, il y a une situation en première mi-temps où il fait d'abord un bon choix puis un mauvais, mais je le trouve plutôt bon dans ses choix, justement, dans les 30 derniers mètres. J'ai souvenir d'une occasion de Messi où il trouve Mbappé intérieur qui est remise en talonnade pour Messi, entrée de surface, qui frappe. Je crois que c'est arrêt de Lopez, ou en tout cas, ça débouche sur un corner. Où, ouais, il est capable de trouver du jeu intérieur par la passe. Il est capable aussi de faire le bon choix, c'est-à-dire quand il se retrouve plutôt proche de la ligne de but après un débordement, de faire plutôt soit un centre en retrait, soit un centre de deuxième poteau. En plus, il a le pied pour mettre un centre tendu sur ces phases-là. Donc vraiment, on sent qu'il ne centre pas au hasard. Et du coup, forcément, ça peut ouvrir des solutions offensivement. Quand on voit Icardi, le but qu'il marque, on va y venir aussi. Quand il y a un avant-centre qui est capable de reprendre des centres, avoir un latéral qui fait les bons choix, qui est capable de mettre des bons ballons, parce qu'il n'est pas que explosif, il a aussi un très bon pied, donc ça, je pense que ça offre des options intéressantes. Oui, oui, Voilà en c'est tout cas. sûr, c'est sûr. C'est sûr que par rapport à Abdou Diallo offensivement, bon, bah, il y a pas photo, quoi. Non, sur le chat, si on est revenu sur le penalty. Non, pas encore. C'est vrai Pas que encore. sur vidéo, on est plutôt à parler du jeu avant de parler des autres choses, mais c'est vrai que ça a déterminé beaucoup de choses. Surtout qu'on pourrait même aussi parler de la Cosmidis, la spéciale Cosmidis de Di Maria en première mi-temps. Cette faute où il pousse Oui, trop loin son ballon et il laisse traîner la semelle, c'est où une faute de Raphaël. j'ai été très surpris que ça soit aussi vite passé. Parce que pour moi, la Ouais, semelle, ça reste jaune. vu comme elle arrive, vu comme il s'essuie, etc., il y a pas mal de rouges. J'ai déjà vu pas mal de cartons rouges qui sont tombés sur des histoires comme ça. Sa chance, c'est peut-être justement que sa semelle rip sur le long de la jambe et ne reste pas plantée sur le dessous du genou, peut-être. Ouais, peut-être. Si c'était vraiment Peut-être. resté planté, bon.
Il s'en est bien sorti là. Et puis sur le penalty, bon, bah, je pense on est à peu près tous d'accord pour ne pas comprendre cette décision. Bah, à vrai dire, Qu'est-ce on que vous en pensez, le était. chat? Est-ce Nous, qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pense qu'il y a penalty, tiens, en écoutant la réponse de Flo? nous sur la situation, dans notre discussion avec Christophe et avec Raphaël, alors que parfois, quand on discute un petit peu des décisions arbitrales, c'est souvent du 50-50, on est souvent partagé. Et puis là, finalement, non, là, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il n'y avait absolument pas penalty. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus, le fait que Turpin siffle, bon, tu fais bon. Mais tu penses vraiment que il y a la VAR, quoi, qui va dire bah, jamais. Ou alors la VAR va rappeler Turpin et va lui dire bah, va regarder quand même ce qui se passe. Et puis finalement, bah non, il se passe même pas ce laps de temps de revisionnage qui me paraissait pourtant nécessaire. Mais Ouais, c'est curieux. puisque souvent, dans une situation comme ça, oui, Malo Gusto fait une faute, mais Neymar fait la première, bah, en général, c'est la première faute qui est sanctionnée, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Que tu as Après, d'autres. Pardon, vas-y, ah, mais reprends, justement, reprends. j'allais enchaîner avec en effet une autre capture. On peut, De thématiques, comme ça on revient sur les images. non, mais on peut même se faire le but lyonnais en fait, parce que je crois que j'ai toute la séquence du but lyonnais. Donc on va y aller tout de suite. Hop. Donc ça c'est le point de départ. Enfin, c'est pas tout à fait le point de départ parce qu'on était sur une séquence de pressing. Voilà, je vais l'avoir le point de départ en fait. C'est c'est quelques secondes plus tard que je l'ai récupéré. 21-58-15. Hop. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Donc le ballon est dans les pieds d'Anthony Lopez et on voit un petit peu l'organisation des deux équipes et l'organisation parisienne. Donc côté lyonnais, on peut, si tu veux Julien, bon, on peut dessiner rapidement le système des Lyonnais là-dessus avec les quatre défenseurs. Je sais plus où est le dernier. Oui, il doit être là, Emerson, Ouais, c'est logiquement. Emerson, ouais. Les trois milieux et les trois attaquants. Voilà. On reviendra dans un instant sur Guimarães qui monte en puissance. Voilà le point de départ de l'action. Et puis ensuite, bah, l'action va partir sur le côté droit. Sur le Bon, côté encore d'ailleurs droit. très bien le 3+2 à l'intérieur des Lyonnais, en milieu de Ouais, terrain. on le voit bien, 3 ouais. contre 2. Avec donc bah, la passe de Boateng vers Malo Gusto qui déclenche un peu tout. Et l'animation côté parisien où bah, on a Idrissa Gueye qui est sur. Je pense que c'est Cacré, ouais. Cacré, ouais, logiquement. On a. D'ailleurs, ça pose la question, parce que alors, il est sur Cacré, alors il a suivi, mais est-ce que c'est pas du coup. Que l'un des enjeux, notamment, alors quand on presse en 4-4-2 face à un 4-3-3 comme ça, avec un 6, l'enjeu pour l'équipe qui joue en 4-3-3, c'est si on contourne notamment la première ligne, réussir à trouver le 6 libre derrière la première ligne. Là, on voit que Guimarães, finalement, alors que Gay pouvait sortir au pressing éventuellement sur lui, choisit de prendre l'option Cacré qui décroche pour offrir une option proche du ballon, et ça libère Guimarães. Ouais, donc C'est ça vrai c'est. qu'avec Herrera, il y a peut-être un ajustement à faire pour mieux gérer cette passe-là, parce que c'est souvent l'option la plus viable, entre guillemets, pour un 4-3-3. C'est Ouais. contourner pour trouver le 6 face au jeu. Ouais, bah là là je suis revenu au point de départ exprès pour voir comment les joueurs ont bougé. Et en effet, Gay C'est en ça. fait s'est occupé de Cacré comme ça. On a Bappé, il a pas bougé, il était sur Boateng. Et ensuite, on a Neymar bah, sur Malo Gusto. Voilà. On va faire les deux en parallèle, comme ça, c'est pas inintéressant, je pense. Donc là, Ouais, en effet, c'est vrai que Guimarães se retrouve en tant qu'homme libre, mais le projet des Lyonnais, c'est surtout déjà de jouer l'option directe, de jouer l'option Slimani en étant par-dessus, en utilisant. Par-dessus, je peux pas le faire. Si, je peux le faire. Je vais faire comme ça. Hop, par-dessus. En utilisant bah, le déplacement très simple, là, le décrochage de ce bon vieux. Je crois que c'est encore Shaqiri qui est là, à ce moment-là. Il me semble. Oui, 53e minute, c'est encore Oui, Shaqiri. c'est encore Chakiri, oui, oui. Pardon, je Donc regardais le chat en même temps. le petit ballon par-dessus pour que Slimani bah, aille au duel avec Kimpembe. Donc voilà le point de départ de l'action. Et ensuite, on continue. On va avoir, voilà, là vous avez bah, l'action avec Slimani, avec Kimpembe qui reste peut-être un petit peu trop à distance. Parce que. On sent que, alors, là, on sent qu'il y a un automatisme quand même. On peut se dire que ça peut être travaillé quand même. Dire d'avoir Shaqiri qui Ah décroche, oui, qui oui, va ça c'est aspirer avec sûr. Nuno, et du coup Slimani qui plonge dans le dos pour offrir une solution de jeu par-dessus pour éviter justement de prendre le risque de jouer à l'intérieur comme on le suggérait. Ouais. Ah non, mais ça totalement, ça me paraît évident que
Il y a un circuit qui a été bossé là-dessus. Bon, là, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments à mettre en avant sur ce plan-là. En revanche, qu'on peut mentionner, c'est La la question ensuite, position. c'est qu'une fois qu'on a trouvé Slimani, c'est comment on fait pour C'est qu'est-ce enchaîner. qu'on Parce que là, fait? si on voit la situation, il y a 6 Parisiens pour 3 Lyonnais, c'est un peu compliqué. Exactement. Et donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est la position du futur buteur, Paqueta, qui est installé entre les deux lignes lyonnaises, mais qui observe l'action tranquillement pour l'instant. Et donc, séquence suivante, alors je sais plus si j'ai le pensé, voilà. On a Slimani qui a conservé la balle, qui est dans cette position-là, ici, et qui est toujours avec Kimpembe d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe aussi, et qui est un petit peu problématique, c'est que côté parisien, il n'y a plus qu'une ligne de 3, qui est certes très bien alignée, presque parfaitement alignée, mais il n'y a plus que 3 défenseurs. Et donc là, à partir du moment où on ressort sur Guimarães, Guimarães, il a pas à chercher Cette fois-ci, grand-chose. là, il est trouvé libre face au jeu, derrière la première ligne qui s'est pas passée. Ouais. Hop, il a plus qu'à renverser à l'opposé vers notre cher Karl Toko et Cambi. Voilà. Donc là, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est vrai que le repli est un petit peu lent, mais bon, ça, le repli de la première ligne parisienne, disons, Et voilà. En fait, c'est ça, c'est des c'est que choses qui disons que ce arrivent. sont des passes de pressing. Quand le ballon est face à eux, là, ils ont été actifs ce soir. Et souvent, ça va être le cas d'autres lignes offensives aussi. C'est pas seulement lié à eux, même si eux, ça se voit encore plus parce qu'ils sont scrutés vraiment, notamment sur cette phase-là. C'est qu'une fois qu'ils sont franchis, ils sont sortis de l'action. Et ça permet souvent d'ailleurs à l'adversaire de progresser au moins jusqu'à la médiane comme ici et de retrouver ensuite du jeu pour recycler et chercher à l'opposé comme ici. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que Toko Ekambi a été patient, c'est-à-dire qu'il n'est pas. En restant bien excentré, il sentait qu'il y avait potentiellement jeu sur la largeur à exploiter. Ouais. C'est notamment une qualité que Guardiola cherche beaucoup chez ses excentrés, rester patient sur la largeur, parce que le jeu finira par arriver en situation de supériorité plutôt que de se précipiter à l'intérieur là où il y a déjà de la densité. Et Donc là, ensuite, Lyon l'a bien exploité. et ensuite, donc, on a le renversement ici. Donc voilà la situation telle qu'elle. Et c'est vrai que là, on a déjà une situation d'urgence parce que côté ballon, on a le déplacement d'Emerson qui veut monter pour au moins créer de l'incertitude pour le défenseur qui est déjà Kerrer et qui est déjà en difficulté en contre depuis le début du match. C'est vrai que là, il n'y a aucune aide pour Kerrer. Hein. Là, il doit se débrouiller seul. Et là, ce qui est. C'est Di Maria là, qui est chaussure rouge qui pourrait éventuellement venir aider. Ouais. Et il avait fermé intérieur. Mais il a décidé de fermer intérieur, ce qui était pas si bête finalement de fermer intérieur quand tu vois d'où est venu le problème, d'où est venue la situation. Mais le vrai souci, c'est là quoi. C'est que t'as. Ah, c'est pas comme ça que je peux le faire, c'est comme ça. C'est que Nuno a compensé seulement à moitié finalement Ouais, le dézonage de Kimpembe qui était resté aspiré par Slimani. C'est-à-dire que sur la séquence précédente, on sentait qu'il avait intégré un peu l'ligne défensive de 3, mais il n'a pas suivi sur le renversement comme il fallait pour venir combler l'intervalle. c'est ça. Et puis t'as le repli un petit peu lent de Kimpembe. Puis il y a aussi ce que fait Marquinhos, c'est-à-dire que je pense que Marquinhos, dans sa lecture de l'action, il voit qu'il y a un 2 contre 1 ici qui se prépare contre Kerrer, et je pense qu'il se dit je vais y aller, et je sprint vraiment sans forcément regarder, parce que pour moi l'urgence c'est ces deux-là, là, au cas où. Je pense que le Une question de calcul il est là. communication aussi peut-être. C'est Ouais, à la fois soit peut-être prise d'info de Marquinhos de voir en priorité quel est le danger le plus imminent pour lui, et c'est en effet là du coup c'est censé être Paqueta. C'est peut-être aussi, alors après il y a du bruit, hein, Kimpembe, est-ce que Nuno maîtrise déjà, quoi qu'en portugais, bah oui si, mais il peut lui transmettre, le prévenir en portugais qu'il y a une menace dans son dos et du coup qu'il faudrait plutôt rester dans la zone axiale. Ouais. et puis finalement, alors j'ai pas la dernière capture, mais on sait comment ça se termine, c'est-à-dire que Toko va rentrer fixé, et il me faut une flèche pour montrer qu'il va rentrer fixé, voilà. Va rentrer fixé, et puis va vraiment trouver le bon moment pour faire une super passe par contre pour Paqueta dans le dos de Marquinhos, et puis Paqueta qui peut terminer de près, je pense qu'il est par là quand il finit l'action, dans ces eaux-là à peu près. Et donc permettre à l'OL d'ouvrir le score à la 54e minute. Ouais, non, mais c'est une action intéressante en tout cas. Ce qui montre aussi que, alors on prêche certaines choses souvent sur Villebois. En tout cas, il y a certaines choses qu'on apprécie plus que d'autres. On aime bien les belles ressorties de balles courtes et tout. C'est vrai que ça fait des belles combinaisons collectives. On se souvient du nappe de Sarri, par exemple, qui pouvait être enthousiasmant quand ça arrive à relancer le jeu depuis, construire le jeu depuis derrière avec des combinaisons courtes vraiment ultra rapides et vraiment bien rodées collectivement. Et même les sorties de balles de Conte, par exemple. Mais on peut voir aussi que sur du jeu long, finalement, passer par-dessus du pressing pour ensuite vite renverser à l'opposé, eh ben, ça peut être extrêmement efficace, notamment face à une équipe qui
peut un petit peu se désorganiser ou se relâcher un petit peu défensivement, et les Lyonnais l'ont très bien exploité. C'était très bien montré. Félicitations, Florent. Merci. C'était pas simple, hein, Ouais, non, mais ça vient, mais ça en vient, tout cas, ça vient. c'est vrai que le but met en exergue aussi un nom qui est revenu souvent côté lyonnais ce soir pour la qualité de son match, c'est Bruno Guimaraes. Ouais. Qui a eu un petit creux il y a quelques semaines, quelques mois, notamment sur la fin de saison dernière, où on se commençait à se poser des questions, alors qu'il avait très bien commencé sa carrière à l'OL. Là, on sent que dans sa position d'organisateur reculé, il a pris une dimension et une justesse dans le jeu aussi, qui a fait beaucoup de bien à Lyon. Ce soir, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ouais, bah après moi personnellement, Guimarães c'était un joueur que j'ai toujours apprécié, surtout quand quand tu dois le comparer à celui qui était son concurrent l'année dernière et qu'on a très peu vu cette année, c'est Thiago Mendes. C'est-à-dire que en termes de mobilité, de lecture du jeu, de capacité à se rendre disponible, justement dans un projet de jeu qui met en avant les sorties de balles et qui travaille beaucoup les sorties de balles, Guimarães est indispensable dans cette équipe. Enfin, je dévoile rien, hein, je révèle aucune, il y a aucun scoop, mais c'est un joueur qui était déjà excellent dans ça les saisons précédentes parce que c'est un 6 qui va demander le ballon, c'est un 6 qui va savoir lire les situations, qui va avoir 2 coups d'avance au minimum pour savoir où il doit aller avant de demander le ballon et pour recevoir le ballon. Donc ça, c'est sûr que c'est un joueur capital pour l'OL cette saison et surtout c'est un joueur unique dans l'effectif lyonnais aujourd'hui. Il n'y a pas deux joueurs qui sont capables de faire ce que fait Guimarães, comme il n'y a pas deux joueurs qui sont capables, je pense, de faire ce que fait Paqueta. À la fois d'avoir Qui le double côté, le double côté offensif et défensif. C'est ça. Bah, Paqueta, s'il fallait schématiser, tu prends Aouar, tu prends Cacré et t'as Paqueta en fait. T'es quasiment sur le milieu complet, le milieu parfait pour, pour citer une émission de Coparena et faire un peu la promo, puisque c'est une émission qui va peut-être reprendre dans les prochaines semaines. On va essayer. Mais ouais, entre Guimarães et Paqueta, de toute façon, il y a quelqu'un, je crois, qui le mentionne sur le chat. Guimarães, Cacré, Aouar, c'était le milieu de terrain qui avait brillé lors du Final 8. Là, tu ajoutes Paqueta qui remplace Aouar ce soir pour le coup par rapport à ce milieu à 3. Mais c'était déjà Enfin, il s'était dévoilé comme étant capable de rivaliser avec les meilleurs milieux d'Europe sur cette période-là, au mois d'août. Et là, en l'occurrence, le fait de les voir face à un milieu parisien, en plus diminué, parce que un milieu parisien sans Verratti, c'est pas forcément un milieu parisien. Même si Gay et Herrera sur l'activité défensive Non, ont sont été pas très mal bons. aussi. Non, mais ils font leur match. Herrera fait encore de très bonnes choses sur le match de ce soir, particulièrement. Gay a été un peu plus en difficulté, notamment à cause du pressing de Paqueta qui lui a chippé 3-4 ballons, je crois, en première mi-temps, qui aurait pu devenir assez dangereux. Mais c'est vrai que là, il y a Arnaud Ben qui dit ce Paqueta à Paris serait magnifique en pointe haute du milieu à 3. Et c'est vrai que si tu mettais. Si tu remplaçais par exemple un des 3 fantastiques, voire même un des 4, puisque normalement ils sont 4 les fantastiques. Un des 4 joueurs de ce soir de devant, tu le remplaces par Paqueta, je pense que tu as une équipe qui est meilleure, collectivement. Je crois que c'est Arnaud dans le chat aussi qui le verrait bien à Paris. Alors. Mm. Ils ont déjà assez de joueurs comme ça, hein. Laissez-en un petit peu aux autres pour garder les confrontations équilibrées quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, de toute façon, voilà, ça peut régler beaucoup de choses. Déjà d'avoir un élément créatif qui enfin, qui n'est pas une vulnérabilité sur le plan défensif, ça résout beaucoup de problèmes pour un coach parce que ça ne pose pas du tout de question de savoir est-ce que son rendement offensif compense suffisamment son rendement défensif et du coup il y a des matchs où tu te dis est-ce qu'on peut se permettre de mettre ce joueur-là qui va pas défendre sur un match où on va avoir beaucoup subir. La Mm. Paqueta, il pose même pas la question, tu le mets à tous les coups parce que tu sais que des deux côtés du terrain, il va être extrêmement utile. Et ce qui est fou par contre, c'est que à la mi-temps, il est déjà à 9 tacles. Selon la statistique WhoScored, ce qui n'est pas forcément la statistique chez tous les. Enfin, Les la statistiques de place statistique sur du le score. tacle. Donc, Et c'est les tacles qui se font dans les. Enfin, c'est une récupération de balle dans les pieds. C'est pas nécessairement quand on a un tacle glissé. Voilà. ouais, La voilà. définition de place, c'est la récupération de balle dans les pieds de l'adversaire. Ouais, et ça diffère notamment de FBRF et de la définition de StatsBomb, qui, quand ils parlent de tacle, généralement, eux, justement, ce sont les tacles glissés, il me semble. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est déjà à 9 tacles à la mi-temps, et il n'y en a aucun en deuxième, à son crédit, alors qu'il a encore gratté quelques ballons, mais différemment, du coup. Mais oui, il y a une énorme activité de sa part, et c'est vrai que faudrait regarder parmi les milieux offensifs, je pense que c'est un de ceux qui a le plus gros rendement défensif en Europe. Donc on nous dit qu'apparemment l'image a planté sur Twitch, mais alors de notre côté, Ah, ça semble bon. Donc non, ça devrait si vous avez revenir, le hein. problème, le chat, dites-nous. A priori, parce on a un espion qui nous observe
Monsieur Cosmidis qui a d'autres activités, mais non, ici c'est ok. Bon, tant mieux. C'est Raphaël Cosmidis qui n'est pas équipé technologiquement pour suivre l'évolution de vue du banc, la Ouais, projection de vue du banc dans le 21e siècle. absolument. Simplement. Il est Est-ce que tu as mondial. d'autres captures d'écran thématiques, peut-être Flo, ou est-ce qu'on a fait le tour déjà? Non, on a Parce qu'il y fait a le tour quelques parce que sur la thématiques fin de encore, hein. match, alors si, il y a juste, on peut évoquer, parce qu'on va peut-être l'évoquer d'ailleurs dans la suite de ce débrief, quand on va évoquer un petit peu le cas de l'OM, on va évoquer un joueur et notamment le marquage dans la surface de réparation. C'est vrai que on peut aller sur le but parisien, le deuxième but, où c'est vrai qu'entre Denayer et Emerson, il y a quand même quelques soucis. Alors là, j'ai pas l'action image par image pour défiler, j'ai juste cette capture-là, où C'est Mbappé déjà tient, intéressante de base, hein. qui est déjà intéressante de Que, base. parce que ça montre déjà le placement d'Icardi, et on voit déjà même sur cette capture d'écran exactement là, le dilemme qu'il va poser à Denayer. Ouais, Et il se met dans son dos. Alors en effet, oui, il y a la communication d'Emerson qui doit être importante. Mais Denayer doit quand même réussir à le surveiller. Et il doit surveiller à la fois le ballon et son adversaire direct. Ça, c'est une des thématiques qu'on a abordées cette semaine dans la vidéo sur Dayo Upamecano contre le Barça qui a fait un super match et qui a très bien lui suggéré ces situations-là quand il y avait un adversaire dans son dos, un petit peu dans son angle mort, d'à la fois savoir gérer le ballon et l'adversaire dans son dos. Et c'est toujours délicat. Et Icardi alors, il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur Icardi. Mais sur les mouvements dans la surface, c'est un avant-centre extrêmement intelligent ouais. et ça le montre encore une fois. Surtout qu'il fait un super appel parce qu'en fait, il fait un appel, il me semble, où il va s'éloigner de Denayer. Il va faire un appel un petit peu comme ça, vers le deuxième poteau finalement. Ce qui est pas fou, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. D'autant plus que derrière, Emerson va lui être perturbé parce qu'il sait qu'il y a Hakimi dans son dos. Et que forcément, bah, c'est une menace supplémentaire. Mais je note aussi néanmoins une deuxième chose intéressante pour rebondir et un petit peu boucler la boucle par rapport à ce que je disais au début, avec l'intérêt peut-être d'avoir Neymar et Messi à l'intérieur, si tu dois aligner les quatre et Mbappé sur le côté gauche, c'est que celui qui fait la différence à gauche, là, c'est Mbappé. Voilà. Je, Mhm. je le note parce que c'était déjà le cas à Bruges, avec un appel en diagonale, et c'est lui qui fait la différence sur le côté gauche pour Ander Herrera, et là, ça fait 2 fois en 2 matchs que Mbappé fait une différence en s'excentrant côté gauche. Alors dans des registres différents à chaque fois, hein. Contre Bruges, c'était un appel plus long, ça partait de plus loin. Mais néanmoins, je me dis que c'est à noter, c'est à relever. Alors, Gusto qui pour le coup là se fait avoir, mais alors qu'il fait plutôt il fait un bon match, hein. Du coup ça pose la question d'ailleurs, le chat se pose la question de la concurrence avec Léo Dubois, parce que c'est vrai qu'il apporte des choses intéressantes. Et ce que je voudrais noter aussi sur cette situation-là, c'est que Mbappé, quand il fait sa projection, il se retrouve à peu près à la moitié de la ligne extérieure de la surface. Hmm. Et que généralement, alors je sais qu'on évoque notamment dans Comment gagner un match de foot, mais euh, quelques années, notamment à l'époque de Tuchel, il y avait des référentiels qui étaient très précis qui étaient donnés pour les centreurs en fonction de la zone et de la prise d'infos qui était vraiment guidée, notamment à partir du premier défenseur central de l'équipe adverse. C'est-à-dire que ici, Diomandé, on peut imaginer que Mbappé, en ayant avancé, alors on n'a pas la capture d'écran, mais je l'ai plus exactement en tête non plus, mais il me semble qu'il était suffisamment en place pour empêcher le centre si redoutable entre la défense centrale et le gardien devant la zone de but, Hmm. qui aurait pu profiter à Icardi en jaillissant. Et généralement, dans ces configurations-là, si le central est en place, on cherche plutôt un centre en retrait. Et là, Mbappé a aussi l'intelligence, en étant en faux pied, de chercher le centre deuxième poteau, qui sera plus facile forcément pour lui qu'un centre vraiment un petit peu axial ou chercher devant le but, quoi. Donc il y a aussi cette bonne prise de décision de Mbappé par rapport à la situation de jeu, de se retrouver faux pied comme ça. Parce que généralement, c'est des centres aussi angle surface où Di Maria est très fort. Quand ça vient son pied gauche angle surface, il va chercher un petit peu la zone vers le deuxième poteau avec le centre enroulé, qui est souvent redoutable parce qu'en effet, ça sert des attaquants qui sont dans l'angle mort des défenseurs. Et c'est un petit peu ce but-là, même si ça s'est fait un peu plus proche du but, quoi. Ouais, et je vais pas en rajouter, je vais juste remercier Salty Sardoche pour son abonnement Prime, en plus de son abonnement Coparena d'ailleurs, merci beaucoup. Et Famille LOL aussi qui nous a Familial, laissé ouais, un abonnement Prime aussi, donc merci à tous les deux. exactement. Ça fait plaisir Et je, d'être suivi. et je pense qu'après Vous en être parlerez. revenu là-dessus, on peut basculer sur peut-être le deuxième match. On peut basculer Peut-être sur peut-être un dernier mot, il y a, un il y a dernier mot. quelques dernières questions. Allez, il y a des dernières Vas-y. questions. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y avait la sortie de Toko Ekambi. Alors, toi, tu te demandais est-ce que c'était pas une question de blessure? Parce qu'en effet, quand Je crois que c'est Toko ça. Ekambi sort, il sort quoi? Il sort ouais, à quel moment j'ai noté? 65e, alors qu'il faisait beaucoup de différence. Ça interpelle un petit peu pour l'entrée d'Aouar. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et je crois qu'à un moment donné, les commentateurs parlent d'un problème d'ischio, aux Ah, ischio-jambiers, pour, du coup, ça peut pour Toko expliquer, ouais. Ekambi, ouais. Parce que de toute façon, après, tactiquement, je ne voyais pas de.
Alors qu'en fait, j'avais mal lu ce qu'avait dit Salty Sardoche. Et en fait, je croyais qu'il était abonné, mais il n'était pas abonné à Coparena. Et c'est pas grave. C'est l'occasion de C'est l'occasion. rétablir et de ne Alors pas que, faire mentir Florent. alors que le train de la hype approche, voilà, je le signale, je ne sais toujours pas ce que c'est, j'ai pas tout compris à Twitch. Mais il y a un Quand train de on la hype a qui quelques approche par généreux ici. donateurs qui s'abonnent à Villeduban, ça peut Ouais. générer justement une sorte d'engouement populaire Ouais, c'est et inciter magnifique. d'autres gens à le faire. Donc n'hésitez Superbe. pas à grimper dans le train de la hype, comme nous on est grimpé dans le train de Aurélien Tchouameni par exemple pour faire chouchou aussi. Voilà. Euh, Autre question qui pouvait se poser, on n'a pas du tout parlé vraiment non plus de l'animation offensive parisienne sur comment ça s'est articulé entre Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Bon, c'est forcément toujours porté par des interprétations individuelles. Quand tu juges tout ça, et puis aussi finir sur le fait que Messi n'a toujours pas marqué, c'est pas faute d'essayer. Ouh là Quand là. est-ce que ça va venir? Puis se remplacer, non mais qu'est-ce qui se passe? Messi, c'est le doute, c'est la crise. Alors que là, il y a Tanta qui offre 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Donc merci Tanta. Et merci Merci. Théonisson pour son Prime. Merci Arnaud Ben pour son Prime. Et merci aussi à ceux qui font la pub aussi pour Coparena dans le chat. Voilà. Donc ça, on prend. Alors par rapport à ce que tu disais sur Messi, ouais, Messi n'a pas marqué, mais bon, quand tu vois. Alors moi, c'est vrai que par contre, j'ai pas compris sa sortie à la 75e. J'ai pas l'impression que lui non plus l'ait compris. Il Les était pas très comprises. habitué, je pense. Je pense qu'il est pas très, en effet, pas très habitué, mais bon, on va voir hein, comment ça va se passer sur la durée. Mais c'était pas Enfin, moi, je l'ai trouvé très bon, hein, Messi ce soir. J'ai pas forcément de grief. Je l'ai trouvé de tous les offensifs, c'était quand même le moins éteint et le plus en vue. J'ai pas toutes les stats. Alors, c'est vrai que Neymar en deuxième mi-temps, il y a eu une certaine montée en puissance. Il a très bien fini le match. Mais sans doute peut-être reboosté par le fait d'être allé choper ce penalty. Parce que là, tu vois, tout à l'heure, je parlais de cette période à l'heure de jeu où je me disais, tiens, peut-être que physiquement Paris va plonger. Et puis il marque à ce moment-là, ça les relance. Et finalement, ça leur permet de finir le match sur la meilleure note et sur la meilleure dynamique. J'ai l'impression que Neymar aussi a vécu un peu ça. C'est-à-dire que quelques minutes avant d'aller chercher le péno, tu vois qu'il commence à s'énerver. Tu vois qu'il commence à les discuter, à les contester, à chauffer certains joueurs, etc. Et lui, c'est pareil, j'ai l'impression que sur le penalty, il a basculé en fait, ou alors il a rebasculé du bon côté, et ça lui a permis de finir le match, de bien finir le match. Voilà. Le chat demande s'il y a eu un débrief de Lens-Lille. Pas encore. Alors on évoquera en toute fin d'émission quelques vracs du reste du week-end de Ligue 1. J'ai pas tout vu. Pas non plus, on a été pris sur différentes choses. On essaiera d'en dire quelque chose, mais c'est vrai que c'était un match marquant du week-end. Qu'est-ce que j'avais pour terminer? Non, mais je crois que c'est bon. Hein. Faire un petit bilan rapidos quand même. 6 victoires en 6 matchs de Ligue 1 pour Paris. Lyon, est-ce que c'est. Raphaël disait sur Twitter que c'était le meilleur match de l'OL sous Bosch. Donc on imagine qu'il y a des choses encourageantes. Qu'est-ce que tu retiens, si tu dois résumer en une phrase, ce que tu retiens de ce match pour les deux équipes? Oui, bah, pour Paris, je me demande si c'est pas leur première victoire contre un gros, entre guillemets, depuis pas mal de temps. Parce que l'année dernière, ils avaient eu un bilan catastrophique face au top 4 du championnat. Donc déjà, ça, c'est quand même un point très positif pour les Parisiens. Même si, quand tu vois le déroulé de la rencontre, il y a ce penalty qui les fait basculer, qui les relance et qui les remet du bon côté. Donc, C'est la conscience de jeu qui les ont un petit peu poussés. Ouais. ouais, c'est ça. Mais donc j'ai du mal à me prononcer sur la performance d'ensemble parisienne où j'ai l'impression qu'on va plus retenir le résultat qu'autre chose. Alors que côté lyonnais, ben, je retiens en effet l'approche et l'ambition, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'avec un deuxième Toko Ekambi côté droit, ce qui peut faire sursauter certains Lyonnais, hein, de dire il faudra un deuxième Toko Ekambi. Et vous m'avez compris, c'est dans le profil et dans l'esprit, un joueur aussi percutant de l'autre côté du terrain. Je pense que Lyon aurait fait beaucoup plus de dégâts à la défense parisienne que ce qu'ils ont pu faire ce soir. Bon, on verra sur la durée si Shaqiri arrive à compenser un petit peu en effet et à mieux s'adapter, à s'intégrer dans l'animation C'est lyonnaise. ça, Où il est amené à intervenir dans des espaces malheureusement pour lui où Paqueta est censé être aussi être brillant, en tout cas dans des zones intérieures où il peut y avoir de la concurrence aussi. Il y a peut-être plus des besoins sur l'extérieur. Quoi. ouais, c'est ce que je disais, ils n'ont pas pris le bon Suisse, ils auraient dû prendre Mbolo. C'est Parce vrai. qu'Mbolo aurait aussi, pu amener des solutions à axial l'intérieur aussi, ouais. et à l'extérieur aussi. Mais bon, je pense que c'était pas le même prix. Hein, donc, Ouais, c'est un peu plus cher, ouais, c'est ça. je pense. Mais bon. C'est ça, c'est ça. Et ben du coup, on va passer à l'OM. Est-ce que On tu passe as à la Marseille. possibilité de changer le titre du VD Brief
Ouh Pour là mettre là. le Alors Marseille attention, 2-0 Rennes, on va que le regarder de PSG suite. 2-1 Lyon en pixelisé. On va Je te essayer. laisse gérer ça, la technique. Ça me laisse le temps de donner les compos sur la victoire de l'OM 2-0 contre Rennes au Vélodrome. Ah, on voit ça en direct en plus, c'est merveilleux. Magnifique, hein. Compo d'abord, donc côté OM, on va la lire en phase défensive parce que vous le savez, depuis l'arrivée de Sampaoli, ça évolue entre la phase défensive et offensive. En phase défensive, c'était un 4-4-2 aujourd'hui. Paul Lopez, encore préféré dans les buts. C'est mon mandat. Lirola, Saliba, Balerdi, Luan Pérez en défense. Under, Gay, Gendouzi, De La Fuente pour la deuxième ligne de 4. Puis Payet en soutien de Dieng en attaque. Ça se déformait en phase offensive. Avec Lirola qui intégrait la ligne offensive, soit intérieure, soit extérieure. On en parlera de sa relation avec Under. Côté Rennais, c'était un 4-4-4-2. Je vais y arriver. Gomis dans les buts. Traoré, Baldé, Aguerd, Melling derrière. Bourigeau, Hugo Choukou, Santa Maria et au milieu. Donc on a deux milieux plutôt axiaux normalement Bourigeaud était qui sont dans les couloirs côté Rennais. Et puis la Borde Guirassy devant. Merveilleux, je relève la tête, le titre a changé. Marseille 2-0 Superbe. Rennes, c'est beau Flo. Est-ce que tu peux nous présenter cette bataille de système déjà? Parce Ouais. que notamment sur la phase offensive marseillaise, il y a des choses qui ont été mises en place sur le jeu de position marseillais qui ont généré des choses, généré notamment des avantages structurels côté olympien, et nous expliquer justement pourquoi il y a eu ces avantages structurels. Ouais, ben on va le voir. C'est très simple, hein. On l'a mangé pendant l'Euro sur je sais pas combien de matchs, cette histoire d'avantage structurel. Alors qu'il se passe encore des choses, Trend Like niveau 3, etc. C'est magnifique. Ah, vous Ce qui êtes se passe ce soir. incroyable. C'est magnifique. Donc, bah, c'est simple, hein. Donc là, je suis en train de dessiner le 4-4-2 rennais, hein, avec, comme tu l'as dit, Melling, Aguerd, Badé et Traoré. Et puis au milieu de terrain, c'était T. Santa Maria, Hugo Choukou et ce bon vieux Benjamin Bourigeaud. Et devant, Guirassy et Laborde. Et bon, bah, je pense que les gens voient immédiatement où se situe l'avantage structurel pour les Marseillais. Il se situe sur les ailes. Ici, avec, je crois que cette fois-ci, c'est Lirola Cette qui est fois-ci, c'est excentré, Liora là, qui est en extérieur effet, et Under intérieur. Ouais. et avec De La Fuente de l'autre côté. Et en fait, donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'Euro, hein. C'était le fameux Allemagne-Portugal, où on avait vu un exemple parfait de ce genre de situation. Et le vrai problème, quand t'es une défense comme l'a été Rennes, c'est-à-dire quand t'es un système à 4, c'est que si t'es à 4, tu subis en effet cette supériorité. Parce que là, c'est même pas une Sur ligne la de 5. Hein. largeur. Alors, c'était un peu ponctuel, pardon, je te coupe Flo, mais là, c'est Ouais. même une ligne de 6 qui rappelle le 3-1-6 que Nice mettait face à l'OM, notamment aussi avec les 4 offensifs à l'intérieur du 4-4-2, plus les deux latéraux qui montaient sur les côtés. Oui, c'est Là, ça. on a Gendouzi qui s'est intégré un petit peu entre les lignes. Généralement, il était plutôt un cran plus bas aux côtés de Gaï, mais c'est vrai que tu as tout de même 5 joueurs dans la ligne offensive pour occuper les 5 couloirs verticaux. Et en effet, bah, ça se marie parfaitement pour créer une supériorité C'est ça. face à la ligne de 4 défensive Je vais, adverse. je vais montrer les 4 là, si j'arrive à faire Guendouzi, parce qu'il y avait Bamba Dieng qui était en effet caché derrière Aguerd. Donc voilà, quand tu pars de cette situation-là, que t'es l'adversaire, que t'es le Stade Rennais, il y a deux solutions. Soit tu ajoutes un joueur à ta ligne défensive, et tu passes à 5 derrière, et tu restes passif et tu restes bas. Soit t'es pas passif et t'essaies d'avancer et t'essaies de perturber et d'orienter, ne serait-ce que d'orienter l'adversaire quelque part. Parce que là, c'est vrai que le bloc rennais laissait beaucoup faire les Marseillais. Et l'idée, par exemple, c'est que si les Marseillais décident de partir vers le côté gauche, comme ça, l'idée, c'est de mettre assez d'intensité et assez de joueurs pour enfermer l'OM dans cette zone-là et surtout l'empêcher de ressortir et l'empêcher d'aller d'un côté à l'autre du terrain. Parce que c'est vrai que les Marseillais, si tu les laisses jouer, ils vont aller d'un côté, ils vont te fixer d'un côté, ils vont ressortir la balle, ils vont renverser de l'autre. Et en fait, si tu es passif sur toutes ces situations-là, bah, tu peux pas défendre en fait contre eux. Ils vont forcément réussir à trouver l'ouverture à un moment donné. Donc en plus, alors là, ce qu'on voit sur cette image, et ça a été visible sur beaucoup d'autres situations, c'est qu'on a senti, de par la compacité, l'étroitesse du bloc défensif rennais, et notamment ça se voit aussi sur la Borde Guirassy, sur les milieux axiaux, etc., qui avait vraiment la volonté d'empêcher le jeu intérieur de l'OM, d'empêcher justement de trouver ses relais entre les lignes. Là, on a Guendouzi Payet, on avait des fois parfois Lirola qui était aussi dans l'espace un petit peu entre les lignes, dans les demi-espaces. Je pense que ça a été un peu la principale chose sur laquelle les Rennais ont insisté, empêcher le jeu entre les lignes pour pas être déstabilisé, forcer l'OM à jouer sur les côtés, et essayer de les enfermer côté ballon. Sauf que quand on a cette occupation des 5 couloirs verticaux, quand le joueur le plus excentré est trouvé, on les a vus souvent d'ailleurs, on le verra peut-être plus tard avec les situations avec Lirola et Under, c'est que quand le joueur excentré est trouvé, ben, si le joueur qui est demi-espace plonge dans le dos du latéral adverse qui sort sur le joueur excentré,
il y a des décalages qui peuvent se créer dans la ligne défensive de 4, qui forcément se retrouve trop étirée sur toute la largeur. Et ça a été, je pense, bon, c'est toujours la question de choisir son poison un petit peu, parce que face à une équipe qui met à la fois du monde à l'intérieur et qui t'étire beaucoup vraiment sur la largeur. Rennes a fait le pari de se dire que Under et De La Fuente ne seraient pas dans un bon jour pour faire des différences, ou en tout cas qu'ils arriveraient à les neutraliser en coulissant vite côté ballon pour les enfermer. Malheureusement pour eux, ça n'a pas forcément été le cas. Puis en plus, ils ont été assez passifs. Alors c'est vrai que là, on voit très bien la compacité du bloc défensif rennais. Et c'est vrai que ça a quand même laissé Marseille s'installer de longues phases de possession dans le coin adverse. Je sais pas ce que tu en as pensé, Flo. Ouais, oui, c'est ça. On a un bloc rennais qui, en effet, ferme l'intérieur. Là, vous voyez, on voit très bien les deux lignes de 4 et ce côté très compact ici avec les joueurs axiaux. Mais le vrai souci, c'est ce que j'ai schématisé et mis en avant ici avec Melling qui se retrouvait toujours entre Lirola et Under. Parce que Melling devait à chaque fois choisir. Et le grand danger pour Melling sur une situation comme celle-là, c'est que si Marseille renverse et va toucher Under, et en fait, la capacité de Marseille à renverser, elle dépend notamment de la capacité des Rennais à sortir pour empêcher ces renversements et à être assez proche du porteur de balle pour empêcher les renversements de jeu. Si les Rennais sont passifs, si les Rennais n'avancent pas, notamment sur les passes négatives, et si les Rennais restent trop loin, à un moment donné, le renversement va être fait. Tu vas trouver Under, et après, la difficulté pour Melling, c'est de sortir sur l'un et de laisser de l'espace dans l'autre. Et puis là, à partir du moment où tu as une situation où... alors que là, je change toujours de couleur, le même truc, c'est terrible. À partir du moment où tu as une situation où la balle arrive ici, tu vas avoir Lirola qui va faire cet appel en profondeur. Et tu vas avoir Under qui va pouvoir lui donner. Et c'est vrai qu'en plus, il y a peut-être une vraie amélioration possible entre Under et Lirola, côté marseillais, parce que très souvent, Under a choisi la solution un petit peu solitaire, où il repiquait intérieur. Alors certes, il utilisait l'appel de Lirola pour rentrer intérieur, parce que l'appel embarquait un adversaire, mais du coup, ça lui ouvrait un peu d'espace. Mais la vraie solution et la vraie valeur ajoutée, je pense que c'est quand les deux vont commencer à se trouver, qu'ils risquent de faire pas mal de dégâts ensemble. Ouais, c'est clair. Et ce qui pose des choses aussi, c'est qu'au final, alors oui, là, il y a la question des renversements qui peut générer des décalages face à l'adversaire. Mais ça peut aussi même juste être en bout de chaîne, comme l'Allemagne avait fait avec Gossens. Ouais, Finalement, et d'ailleurs, là, je crois que c'est sur celle-là, la 54e où tu as mis, où en effet, on voit l'appel dans le dos de Melling. absolument. Alors, je crois que c'est du coup Ender qui est servi extérieur et Lirola qui plonge dans le dos. Et là, c'est toujours une zone clé parce que ça cible en plus une zone optimale de centre. C'est-à-dire que si Under centre en étant aussi excentré qu'il l'est, même s'il y a du monde dans la surface, le pourcentage de probabilité que ça finisse sur une occasion dangereuse est assez faible. En revanche, si on arrive sur un centre à la City, un centre sur la ligne extérieure de la surface, avec généralement aussi un centre au sol, on est beaucoup plus dangereux. Et puis, mais là, ce qu'on voit, alors, est-ce que ça qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, on voit la volonté rennaise vraiment d'être très étroit sur la largeur, parce qu'on voit Traoré qui est pratiquement dans l'axe de son but alors que le ballon est à l'opposé. Donc, même sans avoir nécessairement besoin d'une fixation, d'un élément supplémentaire entre Badé et Traoré, il y a une potentielle supériorité au deuxième poteau pour De La Fuente. Je Ouais. crois que c'était De La Fuente à ce moment-là encore et pas encore Ouais, Harit. De La Fuente, t'as même Payet qui est encore plus loin. T'as les deux là en fait. T'as Payet et De La Fuente qui sont larges. On le voit pas Payet On le voit pas, c'est sur pour ça. l'écran. Il est en tout petit, ouais. Bon, bah voilà. Bon, donc du coup, voilà, là c'est encore plus flagrant. Du coup, il y a la vraie supériorité au deuxième poteau. Et c'était ça que Gossens avait exploité contre le Portugal avec juste un centre finalement un peu plus long ciblé qui fait la différence. Et donc là, oui, il y avait beaucoup de choses qui se jouaient là. À partir du choix initial des Rennais de laisser entre guillemets l'OM, ou en tout cas d'inciter l'OM à jouer sur les côtés, et cet enjeu de la gestion du côté opposé, quoi. Mm. Et surtout, au-delà de ce problème structurel, on avait aussi un problème côté Rennais. C'était la défense de la surface. Et là, je vais Voilà. te mettre l'image que tu Tout à fait. attends beaucoup. C'est le cas de Loïc Badet, qui a un début de saison assez compliqué, qui a changé de contexte du tout au tout entre Lens et Rennes, puisqu'il est passé d'un 3-4-3 où on veut presser, on veut jouer très haut, on veut récupérer la balle le plus haut possible finalement, et on veut éviter ces séquences de défense de surface, et il passe à Rennes, où en l'occurrence, sur ce match-là, il fallait défendre la surface, il fallait bien la défendre, et il s'est fait Plus dans une surprendre, défense à 4. et surtout défense à 4 en effet, et il s'est fait surprendre plus d'une fois. Déjà que face à Tottenham, il avait été assez malchanceux en mettant, je crois que c'est lui qui met le CSC, sur
sur l'ouverture du score des Spurs, il me semble. Aucun Quelqu'un doute, me confirme. possible. T'as un doute? C'est peut-être Aguerd, je sais plus en Je fait. vais retrouver, mais c'est possible. J'ai un petit doute. Mais toujours Ça est-il me- que, en croire les Rennais, il a un début de saison très compliqué. Et en l'occurrence, cette action-là est un nouvel exemple. Oui, c'était bien Badé qui a mis le CSC. Et c'est vrai qu'en plus, cette action-là, elle rejoint celle du but d'Icardi. On avait le dilemme avec ce joueur qui se met dans l'angle mort du défenseur pour profiter d'un avantage de timing, parce qu'en effet, Badé doit surveiller à la fois son adversaire direct et le ballon. Le problème, et là on voit sur cette image que Badé prend l'information à ce moment-là sur Dieng, alors c'est une bonne intention. Le souci, c'est qu'on voit que le centre de l'Irola est déjà prêt à être armé, donc c'est absolument plus le moment où il faut prendre l'info. L'info, idéalement, il faut prendre l'information, donc détourner son regard du ballon au moment où la situation de jeu ne changera pas. C'est-à-dire que par exemple, sur un temps de passe, estimer au moment où la passe part que le ballon va arriver vers telle zone, hop, on prend une info dans son dos à l'opposé du ballon pour actualiser la situation de jeu dans son esprit. En revanche, quand un joueur est sur le point de faire un centre comme ici pour Librola et donc de changer la situation de jeu parce que d'un instant à l'autre, il va envoyer le ballon dans une zone où on ne sait pas encore où elle va aller, c'est plus le moment de prendre l'information, c'est le moment justement d'adapter son comportement au choix à venir du porteur de balle. Et là, pour le coup, Badé, il perd un temps décisif dans son duel face à Dieng, qui va jaillir devant lui au premier poteau au moment où il prend l'info, avec le timing en plus du centre qui va être parfait et bien donné dans la bonne zone aussi du premier poteau, en jaillissant devant lui comme ça. Donc là, il y a une bonne intention de vouloir prendre l'info pour vraiment s'ajuster par rapport à son adversaire dans son dos, et elle se fait pas exactement au bon moment, et ça lui est préjudiciable à ce moment-là. Ouais, surtout que Dieng met un très beau démarrage pour lui passer devant. Et en fait, le moment Ah, c'est un où, très bon mouvement, c'est clair. ouais, et le moment où Badé se remet dans le sens pour voir le centre, bah, Dieng est déjà devant. Et finalement, bah, il peut plus répondre et il a plus le temps de réagir du tout, quoi. Et je crois que Le c'est problème, c'est celle-là la suite. qu'il Ça, y en a c'est une une autre. deuxième, ouais, c'est vraiment quasiment dans la foulée. Ça va poser un peu plus de questions du coup sur la compatibilité de Badé pour l'instant aujourd'hui, parce que c'est encore un jeune défenseur qui n'a qu'une saison et demie vraiment en pro, parce que je crois qu'il avait joué que 8 matchs au Havre avant de rejoindre Lens et de faire la saison pleine qu'il a faite la saison passée en défenseur vraiment axial d'une défense à 3, Ouais. axe droit d'une défense à 4. On voit encore une fois, c'est un petit peu similaire. Alors cette fois-ci, c'est pas une question de prise d'info, c'est juste une question de vigilance face à l'appel de Dieng où il se fait un petit peu devancer, prendre de vitesse. Encore une fois, Dieng du coup a la position un peu préférentielle entre les deux centraux. Est-ce que tu penses, il a coûté cher, hein, Badé, 20 millions, investissement, gros investissement. C'est un risque de l'adapter, en tout cas c'est un pari de se dire, dans un nouvel contexte de jeu, il sera au niveau aussi et il saura s'adapter à la défense à 4. Est-ce que tu penses que c'est un temps d'adaptation logique et qu'il a le potentiel pour être aussi fort à 4 qu'il ne l'était à 3, ou est-ce que il a aujourd'hui trop de lacunes sur certaines bases défensives, comme on le voit sur ces situations de défense de surface, font que c'est peut-être un petit peu trop présomptueux de l'imaginer défenseur dans une défense à deux actions. Bah, je pense il a montré l'année dernière qu'il avait quand même un sacré potentiel. Maintenant, il y a ce nouveau contexte, en effet, qui est un petit peu problématique pour lui. C'est-à-dire que je pense déjà, si tu te places du côté du Stade Rennais, si tu te places du côté des gens qui ont investi, du coup, c'était 20, 18, 20 Ce serait 17 plus 3, je crois. 17 plus 3 millions d'euros sur lui. Je pense que quand tu mets 17 plus 3 millions d'euros sur un joueur, tu t'attends à ce qu'il soit compétitif tout de suite. Et ça, déjà, c'est une première problématique. Je pense que les dirigeants du Stade Rennais n'avaient pas forcément prévu ça. Ou en tout cas, que ce soit des débuts aussi compliqués pour lui. Et je pense que lui, il n'avait pas forcément prévu non plus. Mais c'est vrai que tu pouvais envisager qu'un tel changement de contexte, parce qu'il était quand même dans un contexte très précis du côté de Lens, pouvait amener à un temps d'adaptation. Donc certains diront certains vont dire que c'est plus dans le fait de devoir digérer un premier gros transfert, un changement de dimension, un joueur plus attendu cette année, alors que c'était une surprise l'année dernière, donc il y a peut-être ça aussi à digérer mentalement. Mais je pense en effet qu'il ne faut pas omettre non plus le contexte tactique qui a totalement changé, et qui fait qu'il doit aujourd'hui défendre des situations que les Lensois l'année dernière essayaient d'éviter le plus possible. Parce qu'il a été devancé par Dieng sur le 1-0. Je crois, je sais pas si tu l'as aussi, la capture du 2-0, celui d'Harit, alors à l'origine, c'est pas le seul à questionner. Il y a Traoré qui se fait un petit peu prendre facilement dans la profondeur. Il y a Ouais, aussi une ici. pression, un cadrage qui n'est pas effectué sur la passe en profondeur à l'origine. Mais là, on voit que Badé finalement se laisse un petit peu trop entraîner dans sa course vers l'extérieur. Alors que l'idée, ça peut être justement de temporiser un petit peu pour faciliter le retour de Traoré, en cadrant vraiment Harit sans se jeter, sans se laisser embarquer,
Et il lui ouvre un petit peu trop peut-être facilement à l'intérieur. Hmm. Alors après, il y a le contre favorable aussi pour Harit, évidemment. Comment tu juges sur cette situation de jeu? Ouais, après, là, c'est une situation d'urgence d'un joueur qui était peut-être déjà un peu dans le saut après les premières séquences où il se fait balader sur les appels ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être ça aussi qui entre en jeu. C'est un côté un petit peu panique, il sent qu'il sort de son match et puis du coup tu fais ce genre d'erreur. Mais bon, c'est un jeune, on va le redire, c'est un jeune joueur. C'est le premier, après une ascension fulgurante, c'est peut-être la première période de doute qu'il traverse. Comme Blaise nous le dit, tout son début de saison n'est pas acheté, je cite. Il y a eu des gros matchs et là on le sent flancher de plus en plus. Donc voilà, il va falloir réussir à traverser pour lui cette période et se remettre dans le bon sens. Voilà, la vraie question pour un joueur comme ça, c'est que quand tu traverses une première période de doute, c'est de réussir à en sortir. C'est là que tu vois si les 20 millions que tu as mis dessus, s'il les vaut vraiment. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans toutes les carrières de défenseurs, donc faut pas non plus Et puis Rennes, l'accabler. maintenant, alors, ils font appel notamment à une préparatrice mentale qui, il me C'est semble, vrai. intervenait À Lens, à justement, je Lens par le crois. passé. Ouais. Donc voilà, Il doit la il y connaître a un peut-être. accompagnement mental, il sera pas laissé à l'abandon, il sera entouré s'il en a besoin pour sortir de cette situation de doute. Côté Marseillais, il y a eu des choses intéressantes. Alors déjà de voir aussi, on se posait la question, notamment vu bon, cette semaine, vous posiez la question du retour de Milik, qu'est-ce que ça allait impacter finalement dans l'animation? On a vu que ça ne pouvait ne pas impacter la zone finalement d'activité de Payet. Alors c'était pas Milik, mais c'était Dieng aujourd'hui en véritable avant-centre. Du coup être substituable, même si ce ne sont pas exactement les mêmes qualités de celles de l'avant-centre polonais. C'est Gerson du coup qui est sorti du 11 notamment. Mm. Euh, Comment tu vois la suite pour les Marseillais, au moins sur cette animation-là? Est-ce que tu penses que voilà, est-ce qu'il y aura de la rotation logique avec la Coupe d'Europe? Je crois que Sampaoli l'a dit après le match, la rotation est nécessaire et le niveau de concurrence est élevé. L'équipe n'en pâtit pas, donc c'est vrai qu'il y a ce luxe qu'il peut avoir aussi de bouger différents hommes à différents moments. Là, on entre sur une période vraiment où la richesse de l'effectif de l'OM, au moins sur les postes de créativité et du milieu de terrain, vont permettre de faire tourner sans trop pâtir le niveau Bah, de performance. Pardon. Bah, c'est sûr que là, tu peux. Donc aujourd'hui, Payet a en gros pris la place de Gerson euh, dans le 11. Le jour où Guendouzi est un peu fatigué, ça sera Rongier qui pourra rentrer. Le jour où Gay est fatigué, ou même, enfin, le jour où Camara est fatigué, plutôt, c'est Gay qui va rentrer. Du moins, j'espère que la hiérarchie est ainsi. Finalement, il y a que sur le poste d'Under qu'il y a finalement pas grand monde parce qu'il y a personne d'autre, je pense, qui est capable de faire ce qu'il fait. Si on peut Euh, peut-être imaginer un scénario avec Harit qui serait ouais. dans cette Non, c'est zone-là, vrai, parce c'est qu'il vrai. il peut couvrir les trois postes offensifs dans l'axe aussi, ou alors on peut imaginer même une solution avec même Harit si on veut le mettre à l'intérieur du jeu en phase offensive, où ce sera Lirola qui est vraiment apporte la largeur, c'est vrai qu'il y a plein de variations possibles. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal du côté marseillais. Ouais. Ouais, vas-y. Non, non, j'allais rien ajouter à part acquiescer et donner d'autres exemples, mais tu les as déjà donnés, donc c'est bon. Parce qu'il y a quand même quelques questions qui se posent. Alors c'est vrai que c'est une victoire 2-0, Marseille qui est deuxième de Ligue 1, on l'évoquera en conclusion, mais malgré tous ces points positifs, la supériorité de l'OM sur la rencontre, il y a eu pas mal de choses concédées. Alors pas beaucoup d'énormes occasions, mais pas mal de situations quand même concédées. Il y a 1,42 XG concédé, 13 tirs concédés, 7 corners concédés, alors que Rennes a eu 35% de possession. Alors voilà, on a Mm. les stats, c'est parfait, merveilleux. Euh, Comment tu peux expliquer cette fragilité de l'OM sans ballon? Parce que Sampaoli, après le match, dit on interprète ce jeu en pensant plus à attaquer qu'à défendre. Que ça veut dire que c'est inhérent, on y aura dans toute la saison et finalement, c'est pas vraiment un problème à résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va avec l'approche de Sampaoli. Il faudra s'y habituer et espérer que ça tienne et que l'adversaire ne soit pas plus efficace. Est-ce qu'il y a vraiment une marge de progression claire malgré cette approche très ambitieuse? Non, je pense que c'est quelque chose qui est totalement assumé, en effet. Et et d'ailleurs, si Sampaoli le dit comme ça en conférence de presse, je pense que ça l'est totalement. Et que Marseille vivra et mourra avec ce système-là et avec ses défauts qui existent. C'est-à-dire que le jour où il y en a peut-être pas les trois, mais un des trois derrière qui passe à côté, tu peux te faire ouvrir. Et là, à 0-0 sur ce match-là, Guirassy a quand même une très très belle balle pour ouvrir le score. Et ça peut changer totalement enfin forcément une ouverture du score. Mm. Et ça aurait totalement changé le début enfin la suite de la rencontre. Et rien ne dit que Marseille ne serait pas revenu et ne l'aurait pas emporté 2-1 ou 3-1.
Mais il y a des matchs comme ça où, contre un adversaire efficace, Marseille peut perdre des points bêtement. Et tu vois, le match face à Bordeaux qu'ils peuvent regretter où ils perdent 2 points, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que tu es en première mi-temps, tu mènes 2-0, tu contrôles, tu reviens en deuxième mi-temps, tu gardes l'envie de jouer de la même manière, d'attaquer de la même manière, etc. Et tu finis par te faire avoir et te faire remonter par un adversaire qui va sans doute jouer le maintien cette saison ou pas beaucoup plus haut. Donc, et t'étais chez toi. Donc je pense que c'est quelque chose que Sampaoli et que l'équipe va assumer tout au long de la saison. Mais quand tu vois comment ça fonctionne offensivement, tu te dis que ça peut valoir le coup et ça colle aussi à... Enfin voilà, si tu remontes à la saison de Bielsa, c'était aussi le même genre de calcul qui avait été fait. Et ça colle parfaitement au public marseillais, à l'envie de spectacle et à ce que ce club attend, j'ai l'impression. Quitte à ce que ça ne suffise pas pour être dans les trois en fin de saison. Mais C'est vu là où en sont, vu là où en sont les autres, et je termine là-dessus, Marseille part quand même avec un petit coup d'avance, j'ai ouais. l'impression. Une question que j'allais poser, après, c'est est-ce que Marseille est le principal concurrent du PSG? Je te temps d'y réfléchir. Mais juste, moi, là, je voulais signaler, c'est en effet, il y a une vraie symbiose entre l'approche et la personnalité de Sampaoli et le contexte marseillais. Donc, là, c'est tout à l'honneur de Pablo Longoria d'avoir choisi le bon coach pour le bon contexte, dans la bonne culture à ce niveau-là. Alors, c'est une culture qui l'amène à prendre des cartons jaunes. Je crois qu'il en est à 4 jaunes et un rouge 4, ouais, depuis c'est qu'il est ça. arrivé. Ouais. Donc voilà, bon, pour le coup, voilà, c'est dans la culture marseillaise, donc à ce niveau-là, on est bien. Mais la question qui peut se poser, en effet, au-delà de même de la solidité ou non défensive, ça peut être aussi de l'efficacité offensive, où là encore, Ouais. alors ils gagnent 2-0, mais tu peux te dire que s'ils se mettent à l'abri plus vite, ils se rendent le match plus facile. Et, je pense que Sampaoli espère beaucoup du retour de Milik, justement, parce que ça leur a coûté 2 points aussi en Europa League, au Lokomotiv Moscou, où ils dominent le match, ils doivent le gagner, et puis ils se font prendre en fin de match parce qu'ils sont qu'à 1-0. Dans cette approche offensive risquée, c'est vrai qu'alors à la fois il faut que ça tienne derrière, mais il faut que devant ça rentabilise d'autant plus les temps forts pour justement combler une éventuelle défaillance défensive, quoi. Ouais, bah c'est exactement le premier quart d'heure du match, où ils font un énorme début de match. Il y a cette énorme occasion de Payet là qui. Je crois que c'est une passe d'Under, parce que je crois que c'est un centre entrant qui arrive de la droite et Payet qui est pas loin de la mettre au fond et Oui, qui oui, oui, coupe oui, dans il les. coupe devant le but. Ouais, ouais. C'est ça, il coupe dans les 6 mètres et ça rase le poteau gauche de Gomis. Et donc oui, c'est vrai que avec cet énorme début de match, tu sors de ce premier quart d'heure et tu dis, putain, ils mènent pas au score, c'est quand même beaucoup d'efforts Mm. pour pas grand-chose. Mais oui, de toute façon, bah, tout à l'heure je parlais de Bielsa, c'est aussi tout le dilemme de Bielsa, hein. Tout son projet de jeu repose sur le besoin d'être efficace et il est monté un an plus tard en première ligue parce que ses attaquants avaient manqué d'efficacité sur sa première saison en championship. Donc c'est un petit Ouais. peu la même chose. Après, voilà, là à l'heure actuelle, ils ont 13 points, ils ont 5 points d'avance sur Lyon, ils en ont Alors, 8 sur la Monaco. réponse, principal concurrent du PSG ou pas cette saison? Bah, je pense, malheureusement pour eux, que en tout cas, je pense que c'est l'équipe qui sera sans doute le moins loin du PSG en fin de saison. Mais je pense que leur approche risque de leur faire perdre des points que Paris ne perdra pas. Voilà. Je pense que Donc plus le premier du reste du championnat, quoi. Vrai oui, concurrent. à l'heure actuelle, oui. Mais je pense qu'avec cette approche-là, si tu es champion avec cette approche-là, tu peux faire de cette équipe l'équipe. Il y a quelques-uns, notamment Edu, qui parlent c'est l'équipe du siècle. Voilà, c'est sûr que si tu vas chercher si tu réussis à aller chercher un titre avec cette équipe, avec cette approche-là, c'est une performance incroyable sur 38 journées de réussir à aller au bout en ayant cette approche-là. Euh, Maintenant, voilà, je pense que cette approche-là, étant un peu trop pragmatique, un peu trop terre à terre, va leur faire perdre des points à un moment donné dans la saison. Et du coup, j'ai du mal à les imaginer réussir à concurrencer le PSG, d'autant plus avec un PSG qui peut s'en sortir, peut se tirer de certains matchs avec beaucoup de réussite comme ce soir, quoi. Donc ma feuille vient de tomber, mais petit Tommy demande l'intérêt de parler des XG sur les tirs cadrés. En fait, je récupère la feuille, pardon. C'est les expected goals qui sont adaptés par rapport à la zone où la frappe arrive dans le but. Donc là, c'est les expected goals tout simples vont évaluer la qualité de la zone de frappe, de l'endroit où frappe, en fonction de la position du gardien, de la position des défenseurs, ça dépend des modèles aussi. Est-ce que c'est une frappe après une passe en profondeur? Est-ce que c'est une frappe de la tête? Est-ce que c'est une frappe sur un centre? Donc ça, c'est vraiment l'expected goals pur.
expected goals tir cadré, ça va être, on va prendre le cadre du but et on voit où le ballon arrive et donc il y a des zones plus ou moins dangereuses en fonction de la zone du but. Et donc ça permet de pondérer aussi. Les expected goals pardon, mettent en valeur un petit peu la qualité de l'équipe pour se créer des occasions. Alors aussi l'avant-centre qui trouve des zones de frappe intéressantes, mais ça peut aussi montrer la bonne dernière passe du passeur. Et expected goals tir cadré, ça va être vraiment la qualité du finisseur Pour donner un qui exemple ici, ajoute une dimension supplémentaire. avec les expected goals de l'OM et ceux de Rennes, et surtout ceux de Rennes, ça va être encore plus parlant. Donc Donc Rennes, que deux tirs cadrés, donc forcément aussi ça a Voilà. limité la quantité de XG tir cadré. Rennes s'est créé 1,42 expected goals, mais seulement 0,17 expected goals par tir cadré, enfin sur les tirs cadrés. Ça veut dire que les finisseurs rennais ont été très mauvais ce soir. Parce qu'ils n'ont pas été Oui, ce sont les foutus. post-shot XG, Doc Dossi, c'est Oui, la traduction française littérale sur FotMob, ils ont tout mis en français, en tout cas moi j'ai l'appli en français. Tout à l'heure on demandait aussi des sites références pour les stats, il y a WhoScored, il y a Understat, il y a FBRF et l'application FotMob. FotMob où ils ont tout mis en français, donc j'ai gardé les appellations aussi sur les stats. SofaScore qui est pas mal aussi. Et du coup, ça veut dire que là, les Rennais ce soir ont été absolument catastrophiques à la finition. Puisque normalement, en gros, par rapport aux XG et aux XG tir cadrés, des finisseurs moyens, avec une finition moyenne, tu me diras si t'es d'accord, et ben normalement, t'as autant de XG que de XG tir cadré à la fin. T'es censé avoir. Pas forcément. Je suis pas sûr. Pas forcément. Tu peux être encore meilleur, c'est-à-dire que Un bon moi j'ai débat, souvenir le but de Toko Ekambi par exemple face aux Rangers la semaine jeudi dernier. Le but de Toko Ekambi face aux Rangers, il est à 0,03 XG, mais 0,53 ou 63 je crois XG tir cadré, Ouais. parce qu'il la place C'est super parfaitement, super. elle est dans le petit filet, elle part très vite, etc. quoi. Donc comme tu disais, c'est la qualité du finisseur qui entre en compte Mm. et pas la qualité de la position de frappe. Voilà. Alors en sachant que, alors il y a d'autres biais encore qui sont présents dans les modèles d'expected goals et donc dans les modèles de post-shot XG comme ils disent en anglais, c'est notamment la puissance de frappe qui ne va pas forcément être prise en compte. Donc, enfin, j'imagine, il me semble, en tout cas je pense pas que beaucoup de modèles aient la faculté, à part de le faire vraiment à la main, de calculer à la main la vitesse de chaque frappe pour dire c'est une frappe suffisamment puissante pour que si elle est dans cette zone-là, elle fasse mouche. Donc là c'est un des biais peut-être aussi à résoudre avec les évolutions technologiques. Maintenant, il y a beaucoup de computer vision pour suivre pour faire des données tracking de joueurs juste à partir du flux vidéo du match. Alors peut-être qu'on aura des modèles de expected goals encore plus poussés grâce à ça aussi, notamment en prenant en compte certaines des choses qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des XG. Donc bon, voilà pour ce match. Je pense qu'on a fait le tour de Marseille-Rennes. On a fait Un le petit tour. mot de fin quand même pour sur Rennes où 5 points après 6 journées, il me semble, une seule victoire. Ça reçoit clairement mercredi. C'est compliqué, justement pour les Rennais, alors qu'ils avaient, a priori, ils s'étaient un peu rassurés avec le nul contre Tottenham cette semaine en Europa Conference League. Mm. Et on est un petit peu sceptique, alors que le mercato rennais avait été extrêmement séduisant. Ouais, écoute, on verra bien. Hein. On verra Ça va bien, se faire. exactement. Je te propose de faire un petit tour des autres résultats du week-end de Ligue 1 et de faire un petit commentaire rapide. Alors, on n'a pas tout vu, évidemment. Non. Certaines choses. Strasbourg 3-0 Metz, ça a été joué à la mi-temps, avec but Oui. à Jorque, doublé de Diallo. Oui. Commentaire, Florent. Non, pas de commentaire. Même si Pas de je commentaire. suis assez perplexe sur comment dire, la capacité de Metz à réitérer sa saison précédente. Pour faire simple. Ouais, il y a des questions. Il y a le mercato notamment qui était. Il y a eu l'incertitude Boulaya notamment qui a pesé sur le mercato messin et qui était peut-être pas très bien digéré, notamment sur le plan offensif. Lens 1, Lille 0, but de Frankowski. Piston en faux pied. Et du coup, on vous a mis, grâce à notre exceptionnel directeur général de Coparena, première partie de l'article sur les faux pieds qui avait tant marqué l'Euro 2020-21. Ouais. Voilà, un article pour montrer un petit peu ce que pouvaient apporter des pistons en faux pied ou des latéraux en faux pied. Frankowski a marqué en étant en faux pied. Et je crois que Francaise aussi l'aborde dans l'excellent entretien projet de jeu avec Christophe Kuchli et Maxime Brigand sur C'est Coparena. Toujours ça. aussi, courez voir ça. Tout ça, c'est sur Coparena. L'extrait avec Francaise, on va le mettre à dispo sans doute demain sur les réseaux. Mais oui, c'était un match. Première victoire lensoise dans un derby depuis 2006. Hein. Ouais. Aussi, c'était un match très attendu. Et il y a eu évidemment les incidents à la mi-temps entre les supporters lensois et lillois qui a fait une mi-temps de 45 minutes au lieu d'un quart d'heure. Et c'était un match très agréable à suivre, pour le coup. Parce que les deux équipes étaient dans leurs projets respectifs. Et il y avait pas mal d'intensité. Il y avait un public chaud. Peut-être trop, comme tu l'as dit avec ce qui s'est passé à la mi-temps. Mais un match très sympathique à voir, ouais.
Voilà, En tout j'en cas, rajouterai pas c'est trop voilà. parce que j'ai plus trop de souvenirs finalement de leur. Bon, mais le lancer sur la lancée, en tout cas, de sa saison dernière, un troisième, les Lensois, alors qu'ils ont fait un mercato moins tapageur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a pas eu la dépense qu'il y a eu pour Fofana la saison passée, par exemple, mais toujours aussi intelligent. La saison passée, il y avait eu Badé, en effet, qui avait été un bon coup, Medina, qui avait été un très bon coup, Klose, qui avait été un bon coup excellent. Là, avec Machado, avec Frankowski, avec d'autres éléments, on a par petites touches, même avec Danso aussi dans l'axe de la défense, Christopher Wu, vraiment un mercato très bien mené pour être sur la continuité et continuer à améliorer de la qualité sans trop non plus dépenser cet été pour les Lensois. Donc ça marche bien pour eux. Saint-Etienne 1, Bordeaux 2. Florent avec un but de Casery face à un doublé de Wang dans un match de water-polo, Ouais, notamment sur une grande partie du match, à la limite du praticable. en deuxième mi-temps, ouais, c'était assez compliqué. Match qui bascule en faveur de Bordeaux très vite avec l'ouverture du score, hein, sur un alignement très très défaillant de la défense stéphanoise. Comme je disais pour Metz, très inquiet pour Saint-Etienne sur la saison et sur le potentiel de l'équipe. De toute façon, c'est simple, ils ont pas encore gagné en 5 journées, en 6 journées même maintenant, je sais même plus. 6 journées. Ouais, voilà, 6 6 journées. journées, 3 nuls, 3 défaites pour les Stéphanois. C'est leur pire bilan, 3 points après 6 journées depuis 33 ans, depuis 88-89. Et puis Bordeaux qui du coup décroche sa première victoire. Le truc c'est qu'en première mi-temps, le fait d'avoir ouvert le score très vite, c'est évidemment positif pour Bordeaux, mais ils ont quand même pas mal souffert sur la suite de la première mi-temps avec notamment Gregersen et Mangas qui ont vraiment pris l'eau de leur côté. Donc c'était sur le flanc gauche de la défense. Et Saint-Étienne aurait pu égaliser dès le retour des vestiaires. Enfin, avant la pause plutôt. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu cette deuxième mi-temps, l'égalisation qui est pas illogique, même si c'est le déluge à ce moment-là déjà. Et puis ce deuxième but sur un contre qui vient un peu climatiser le stade parce que j'ai l'impression que les Stéphanois se sentaient capables de gagner le match après avoir égalisé. Et puis il y a eu la clim Wang et donc la victoire de Bordeaux. Alors que le petit Tommy demande pourquoi il n'y a pas des XG pondérés par la qualité du joueur. Mais non, c'est tout le C'est principe des XG généralement d'avoir parce une moyenne en fait. Ouais, alors le concept des XG en effet était sur une moyenne, mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir pondérer la qualité, les frappes par les joueurs, mais le problème c'est que l'échantillon des frappes est trop faible en fonction de toutes les différentes zones, pour la plupart des joueurs en tout cas, pour pouvoir vraiment décemment le faire. Donc, sur un nouveau joueur qui arrive, avec seulement 3-4 frappes, même sur une saison à 50 frappes par exemple, c'est très délicat de pondérer simplement par rapport à ça. On enchaîne, Nice-Monaco, 2-2, Delors Boudaoui face à Golovin Ben Yedder pour les buteurs, avec un petit quiz, Florent. Je sais pas ce qu'il a vu passer la stat, peut-être qu'il a vu passer. Andy Delors a été buteur donc, pour la première fois avec Nice en Ligue 1, donc c'est sa 5e équipe différente pour laquelle il marque en Ligue 1. Nice, est-ce que tu aurais les 4 autres? Est-ce que le chat a les 4 autres? S'ils n'ont pas vu passer la stat. 4 autres clubs à part Nice pour lesquels Delors a marqué en Ligue 1. Montpellier, Ajaccio, Caen. Ouais, ça c'est beau. Ajaccio, j'avais complètement oublié, tu vois. Et alors la dernière par contre. Il en a mis beaucoup avec la dernière. Ah, on me dit Toulouse. Rolf Esrush, c'était Toulouse. Ouais, C'est Toulouse. Professeur House l'a vu. Ouais, c'est Toulouse. Ok. Moi, Toulouse, je pense que je l'aurais eu après. C'est vrai qu'il a eu un parcours un peu particulier quand il est parti en Angleterre, Mm. ça c'est pas bien Au fait. Mexique aussi, je crois. Mais, euh, oui ou non? Je crois qu'il est parti au Ah. Mexique à un moment donné. Fais douter là. Mais oui, non, ouais, si, je pense. Si, il fait un an C'est au ça, Mexique oui, exact. au Tigres, ouais. C'est ça. C'est vrai. Mais voilà, beau parcours. Ouais. Il a été convaincant, non? Je crois que vous évoquiez dans la conversation entre nous qu'il devait prendre le dessus sur Dolberg pour Bah, faire le duo avec Gouiri. Après, moi j'ai des problèmes avec Dolberg depuis ma partie de Football Manager que j'ai pu reprendre il y a quelques jours. Donc j'ai des gros problèmes relationnels avec Casper Dolberg. Mais enfin, Francis Ngannou a plutôt des gros problèmes relationnels avec Dolberg, pas moi. Mais tout ça pour dire que oui, de toute façon, quand il a signé, je me disais Delors Gouiri, ça peut très très bien marcher. Et parce que deux très bons joueurs, de toute façon, ça doit très bien marcher ensemble. Et c'est vrai que sur l'entrée, du coup, Gouiri met une passe D à Delors. Et sur le but de Boudaoui, ça peut être Delors qui remet une passe D à Gouiri sur cette action-là. Et en fait, c'est parce que Gouiri n'arrive pas à reprendre le ballon que c'est Boudaoui qui termine au deuxième poteau. Donc ouais, je suis très confiant sur ce duo, sur le fait que ça puisse fonctionner. Mais l'avantage de Delors, c'est qu'il est capable de tellement tout faire sur un terrain que je me dis que Delors-Dolberg, ça peut fonctionner aussi. Et puis Voilà. la débauche d'énergie qu'il a aussi par rapport à ce que Galtier demande à ses attaquants sur la phase défensive, ça lui donne peut-être En plus, ouais. un petit point d'avantage aussi encore par rapport aux Danois. Ça c'est sûr. Angers 1, Nantes 4, but de Traoré face à des buts de Giroto, Blas par 2 fois et Colomboigny.
Nantes qui a marqué apparemment 4 buts sur 4 tirs cadrés, donc plutôt efficace les Nantais aujourd'hui. Et puis Moses Simon, cinquième passe décisive en Ligue 1 déjà après 6 journées, c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Première défaite de la saison pour Angers. Est-ce que ce résultat te surprend, Florent? Oui, quand même, résultat assez surprenant. C'était pas attendu. Moi, j'espère un but d'Ali Chaud, si vous avez écouté la séquence. Pareil, j'espérais des buts Et d'Ali même de Chaud et Chaud tout de. court. Le Chaud tout show court, d'Ali parce que Chaud, c'est ouais. Non, parce Ah, que de Chaud, oui, c'est vrai. son C'est vrai. prénom c'est Mohamed Ali, C'est vrai, c'est et vrai. le nom c'est Chaud. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, j'attendais des buts de Shaw donc, et de Bayo, et finalement j'ai eu ni l'un ni l'autre, tant pis. Mais oui, non, quand même, résultat très surprenant. Ouais, Mm. je me disais, je me disais que Nantes, d'après ce que j'avais compris, avait fait un très bon match face à Nice, mais avait perdu. Donc je me disais qu'ils allaient peut-être poser des problèmes, mais j'imaginais pas du tout qu'ils s'imposeraient 4 buts à Ils ont 1. très bien démarré, hein, ils ont marqué Après, 2 buts voilà, très c'est tôt. vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a ces 2 buts C'est vrai très tôt qu'il que aimait bien, quoi. Géraldine Girardot le signale, si vous n'avez pas entendu la réaction de Thierry Henry sur le dribble de Randal Colomwani, Raphaël l'a partagé sur son Twitter aussi, ça lui avait été monté par un aimable contributeur. Je vous encourage, c'est toujours des très grands moments. Et c'est vrai que Thierry Henry, je pense que week-end après week-end, s'affirme comme un grand fournisseur de même potentiel. Oui, oui. Oh, il est peut-être là pour ça aussi, hein. Ouais. Je C'est pense qu'il qu'il il y a, il y a- est. il y a le fond et puis il y a la forme aussi. Je pense qu'il est tout à fait au courant de l'effet qu'il peut faire sur les réseaux sociaux et qu'il en joue pas mal. Ouais. Il est trop intelligent pour pas s'en rendre compte. Angleterre, il était un peu comme ça aussi déjà, Ouais. mais en disant que c'est vrai que... Après voilà, ça lui C'est le sert aussi jeu, pour hein. convaincre, C'est hein. le jeu. C'est sûr. Alors, on passe à la suite. 3-1, Montpellier 1, Tousgar, Savanier. Je sais pas s'il y a grand-chose à dire sur cette chose-là. Alors, je crois que Montpellier, en plus, égalise en fin de match en étant à 10 contre 11. C'est Donc, c'est un petit ça. peu de points de perdu pour les Troyens de Laurent Batles. C'est ça, c'est ça. Un peu Pas plus grand de chose mal à à... rajouter, non, parce que Ouais. J'ai juste vu le multiplex et j'ai juste donc vu les buts sur ce match-là. Un peu plus de mal à capitaliser du côté troyen par rapport au Clermontois du côté des deux promus. Reims 0, Lorient 0, 12e match sans victoire de Reims à domicile, qui étant quand même, alors qu'il y a des bonnes choses du côté rémois, notamment les jeunes en phase offensive, avec Itiki, avec Kebal aussi, qui ont convaincu Raphaël Cosminis dans l'Observatoire des jeunes de Ligue 1. Ouais, Garcia qui a dit je préférerais terminer à 3-3 qu'à 0-0, donc ça dit son ambition en effet dans le jeu, mais ça tarde à se concrétiser en tout cas. et déjà 4 matchs nuls quand même pour Reims, comme Brest. 4 matchs nuls en Exactement. 6 matchs, on est sur les bases du record de matchs nuls. On est même au-delà des bases du record de matchs nuls. Parce que Détenu c'est par pas comme les nageurs qui, quand on voit dans les séries, qui sont toujours devant la ligne du record du monde, tu sais, sur les séries du Ouais, 200 c'est mètres ça. pour les JO, et puis ils s'effondrent pour finir 10 secondes derrière. Voilà, c'est des faux espoirs. J'espère pour eux qu'ils vont s'effondrer côté victoire et pas côté défaite, parce que sinon, c'est comme ça que tu descends en C'est général. sûr. Vaut mieux, c'est clair. Justement, tu évoquais Brest, roi des nuls, 4 nuls en 6 journées, parce qu'il y a eu match nul un partout à Clermont, Mm. avec l'inévitable Rachani, décidément. Ouais, Marque incroyable. tout le temps. Ouais, 4 buts. Pourquoi il est si fort? Mais je sais pas. Je sais pas. J'ai vu ça en plus, je crois, non. Il rentre en jeu et il marque. Je l'avais trouvé très bon face à Bordeaux, justement, lors de la première journée, où il n'avait. Ah, il avait peut-être marqué, j'ai un doute en fait, en disant ça. Où il avait au moins fait Je passe crois qu'il décisive. marque, hein. Il avait au moins fait passe décisive pour Bayo sur un centre. Mais je l'ai pas assez vu après, mais c'est vrai que t'as vraiment l'impression d'un chasseur qui est vraiment là au bon endroit au bon moment à chaque fois. Et qui du coup est bon finisseur. Et Curieux, hein, parce aussi, qu'il il faut. recruté libre à Erzurumspor cet Ouais. été. Mm, mm. Auparavant, il avait joué en Norvège, à Odsgrenland, Brøndby, près un Rosenborg. Ouais, donc c'était au Danemark puis Norvège. Bon, c'est pas un parcours non plus très impressionnant. Et puis bon, bah voilà, 5 matchs, 3 buts, une passe D déjà. Ouais, c'est pas Bien, un avec des parcours bouts de fou. match en plus. Il y C'est ça, a, il y a Blaise qui nous dit qu'il est unouesque. Et c'est 4 buts, vrai, pardon. 4 buts. et c'est vrai qu'il y a Blaise qui nous dit qu'il est unouesque. Et c'est vrai que ça peut se rapprocher de ça. Mais c'est vrai qu'il était plus, bah, tu vois, 4 buts en Ligue 1, c'est déjà. Alors, j'arrive pas à savoir combien il en a mis par saison sur Transfermarkt. Je vais essayer de retrouver ça. Mais oui, c'est quand même déjà très surprenant, je trouve. On fait performance par compétition peut-être. Ouais, ça y est, je l'ai. Eh ben, son record Il a de. déjà dépassé son total de l'an passé, son total de chacune des 3 dernières saisons, à la Ouais. fois en Super League Turque ou en Elite SRN en Norvège. C'était 3 buts, donc il a déjà dépassé. Il a déjà dépassé. Son record en saison, c'est 7 buts et 6 passes décisives lorsqu'il était à Odds en première division norvégienne. Donc, oui, il part Très bonne sur pioche. une saison, la saison de sa vie peut-être. Je pense que s'il s'arrête de marquer même aujourd'hui, il suffit à rentabiliser son transfert. Parce qu'il n'a pas arrivé libre, je pense qu'il n'a pas avoir un salaire énorme. Donc c'est une très belle affaire du mercato estival clermontois, en Ouais. tout cas.
Et Voilà, il doit faire la alors, joie de pas mal de joueurs MPG aussi, du coup. ouais, ceux qui ont su miser sur lui, sur le bon cheval. Alors je sais plus qui signalait dans le chat que tu avais un potentiel de voix de doublage Ouais, je viens de le sur voir, le ouais. dessin animé. Le petit Tommy, ouais. La question, c'est pour quel genre de personnage? Mm. Est-ce que c'est un personnage rigolo? Est-ce que c'est un personnage un peu méchant? Est-ce que, voilà, pour quel genre de personnage vous les imaginez full doublé? Ça, je vous laisse répondre pendant que je donne le programme de la prochaine journée aussi, quand même. Bon, on va faire les Ah, parce choses que ça bien va jusqu'au arriver bout. vite Je en pense que plus. dès mercredi, Mm. avec une soirée divisée en deux, un personnage dépressif. Ah non, mais ça, c'est pas sympa, ça. Un Non, cheval. Ah, donc c'est le nouveau, c'est le le nouveau Bojack. BoJack Horseman. Divisé en deux mercredi, donc on suivra ça 19h Lille-Reims, Monaco-Saint-Étienne, Montpellier-Bordeaux, Nantes-Brest et Rennes-Clermont. 21h Angers-Marseille, Lens-Strasbourg, Lorient-Nice, Lyon-3 et Metz-PSG. Pas d'énormes affiches, mais quelques matchs intéressants Mm. qu'on va suivre. Je suis pas emballé, je Et vais pas te le cacher. À part ouais, ouais, ouais. le Angers-Marseille peut être fun vu ce Il y a qu'a des montré multis. Angers. Est-ce qu'il peut y avoir deux multis? S'il y a deux multis, ça peut être sympa à suivre, Moi, d'avoir je 5 pense qu'il y matchs comme aura, ça dans chaque logiquement, il y soirée. aura 2 multi, je pense. Hmm. Ah, ça va être possible. Bon, ça rendra la soirée sympa. Pour finir, Florent, Oui. quelle est l'actualité de Coparena pour cette semaine? Alors cette semaine sur Copa Arena, bah, il va y avoir une analyse, je pense, de PSG Lyon, qui risque d'être un peu une redite de, de ce qu'on a dit ce soir, mais voilà, qui devrait tomber dans les prochaines heures et au moins au plus tard demain soir. Ensuite, qu'est-ce qui doit arriver? Il doit arriver un nouveau shortlist Hmm. d'ici le milieu de la semaine a priori. Et ensuite, pour le milieu de semaine, il y a Raphaël qui va nous parler, je crois, de la Fiorentina de Vincenzo Italiano dans son observatoire du beau jeu. Bien nommé. Ouais, c'est vrai. Une Fiorentina qui surprend un petit peu en Italie, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end. Ils ont gagné 3-0. Non, ils n'ont pas gagné 3-0 à Empoli. Ils ont gagné 2 buts à 1 sur la pelouse du Genoa. Hmm. Donc voilà, une Fiorentina qui est cinquième aujourd'hui de Première Ligue, de Première Ligue, Oh, de Serie A. avec une Une victoire et série, une seule défaite. oui, une Serie A où la Juve est aujourd'hui relégable. Je devais le signaler après leur match nul face au Milan AC. Ils ont encore pas gagné. Ah non, ils n'ont pas gagné, ils ont fait match Oui. nul ce soir. Ça fait Un but partout. 8e avec 2 points. Et Dur. donc voilà, ça c'est pour le début de semaine. Pour la fin de semaine, ça sera un petit peu de l'impro. On va enregistrer pas mal de choses cette semaine parce on est en train de reprendre les sagas 90 avec Christophe et Raphaël et on s'est lancé dans l'épopée monégasque de 97-98. Donc là, on fait la pré-saison, enfin le pré-épisode, l'épisode 0, où on revient sur un petit peu l'année précédente. Donc là, on a notamment regardé. De ce que j'en vois sur la conversation, de ce que vous mettez, ça a l'air. Il y a des choses exceptionnelles qui s'annoncent. Oui, il y a des choses assez Ouais, folles, c'est des choses incroyables. notamment un Barthez qui n'était pas gardien de but, mais gardien de surface. Et Tireur de corner, non? oui, c'est vrai aussi, il y a une histoire comme ça. Je crois que Christophe nous a montré que Barthez tire un corner. C'est un peu Euh, spécial. Et aussi le retour des épisodes hors catégorie consacrés à Ronaldo, puisqu'on n'a pas encore fini. L'idée, c'est d'aller jusqu'à sa première grosse blessure, malheureusement pour lui, avec l'Inter. Et donc, il nous reste une saison à faire, sa première saison à l'Inter Milan. Et c'est ça qu'on va enregistrer cette semaine. Avec les retours de Edu, Max Vandrel et Scipionista Adrien Mathieu on t'a attendu. sur cet épisode. Et ensuite, ça sera le dernier épisode sur la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde 98. Programme sur Coparena, toujours plein de bonnes choses aussi à faire. Puis on se laissera porter aussi par l'actu pour éventuellement ajouter des vidéos sur la chaîne YouTube de Vue du Banc pour compléter. En plus, tu nous as fait aussi un beau débrief de ton épopée avec Djibouti sur la trêve internationale. Vous pouvez le voir dans le replay du Twitch, normalement. On Ouais, alors essaiera j'ai aussi de le juste fait sortir sur l'Algérie. YouTube. J'ai juste fait le match contre l'Algérie. Je ferai l'épisode le stream sur le Niger dans quelques jours. Je sais pas encore quand. Peut-être Pour en toi, fin de semaine. intéressant, alors peut-être que ce sont des matchs qui ne sont pas hyper sexy pour le grand public, de se dire des Djibouti-Algérie, mais c'est hyper intéressant de voir comment on se prépare face à un mastodonte comme ça, quand on est une petite équipe avec des petits moyens, comment on peut essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, Florent nous fait Puis- découvrir ça puis- vers du décor, Et puis en quelque sorte. quelques anecdotes en plus, sachant que ça risque de bouger pas mal à Djibouti dans les prochains jours. Hein. Bref. Sinon, on suivra ça avec attention. Alors, quelle heure est-il? On va pouvoir dire merci à tout le monde. Minute 34 quand même. On a Ouais. fait plus d'une heure et demie de débrief un petit peu de ce week-end de Ligue 1 avec la victoire du PSG, avec la victoire de Marseille, avec un petit commentaire un petit peu partout. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne Twitch. On espère que ça vous plaît. On essaie de
de multiplier un petit peu ces rendez-vous sur différentes plateformes, en plus du podcast évidemment qui a repris aussi cette semaine. Allez écouter le podcast avec le bilan des matchs de Champions League, les bilans des matchs d'Europa League. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain fait débrief bientôt. Et puis pour d'autres Twitch, quand l'envie nous en prend, quand on a le temps au milieu de la semaine sur différentes thématiques. Merci de nous suivre en tout cas, ça fait très plaisir. Merci Florent pour tes palettes, c'était top, on s'est Salut. régalé. Et puis on se voit très vite sur la chaîne Vivant. Ciao! Ciao.